Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider pour ce nouvel épisode de Raconte-moi Star Wars qui aujourd'hui accueille un invité de marque. Il est dessinateur et spécialiste des couvertures de comics. On le connaît pour ses travaux sur Red Sonja, Uncanny Avengers, Captain America et plus récemment Tarot, sans oublier Star Wars. On veut bien sûr parler de Monsieur Paul Renaud. Quelle relation entretient-il avec notre saga préférée ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es un invité de marque, comme je le disais en intro, mais tu n'échapperas pas à la question habituelle qui est comment as-tu découvert Star Wars ? Et comment j'ai découvert Star Wars en fait, je suis né en 75, donc tu vois, ça a toujours été un peu en toile de fond. Les gens en parlaient un petit peu, beaucoup moins qu'aujourd'hui évidemment, mais ça restait quand même, ça faisait partie de la culture populaire. Ça commençait vraiment à pénétrer la culture populaire. Et, et bon, bien sûr, je l'ai pas vu à sa sortie. Je l'ai vu des années après quand ils faisaient ce qu'ils appelaient le passeport pour les étoiles, tu sais, c'était passer les 3 films d'affilée au cinéma. Le passeport pour les étoiles ? Ouais, ils appelaient ça comme ça. Ouais, je savais pas. Et donc en fait, c'était en 86 que je l'ai vu la première fois. On avait un peu un climat familial difficile, parce que mon père avait beaucoup de problèmes psychologiques, même on va dire des très 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 gros problèmes, de type bipolaire et tout ce que tu veux. Et donc il y avait vraiment un climat, on va dire, pesant et très très anxiogène pendant une grosse partie de mon enfance. Et c'était un peu en réponse à ça que ma mère nous avait pris tous les trois, mon frère et ma sœur et moi, pour aller voir ce film. Elle n'avait pas les moyens de nous payer les trois, mais bon, elle s'était dit, allez, le premier. Tragique erreur d'ailleurs, comme tu peux t'en douter. J'imagine. Et donc du coup, elle nous a amené voir le premier, et ça a été très très fort parce que ça faisait écho à beaucoup de choses. J'y reviendrai plus tard par rapport à mes suspicions on va dire, d'origine psychanalytique de cette trilogie par rapport à George Lucas lui-même. Mais du coup, ça fait vraiment écho. Même le premier, qui n'aborde pas encore les thèmes du père. Mhm. Mais il y avait vraiment cette idée de déjà d'une évasion d'un milieu, comme je te disais, très anxiogène, de jeunes gens qui prennent en main leur destin, qui vont répondre à ces angoisses. Et donc ce côté émancipateur et quelque part exubérant et de s'être échappé à leur univers personnel. Je pense particulièrement à Luc, évidemment. Et donc ça a vraiment fait écho et ça a été très très fort pour moi. Notamment, je regardais toute ma vie de cette scène où il s'échappe de Tatooine avec le faucon pour la première fois. D'autant qu'à l'époque, tu vois, il y avait quand même, pour ces films-là, qui étaient un peu cheap, il y avait toujours une unité de lieu. C'était rare que tu aies vraiment... Quand tu voyais un film se passer, surtout avec des effets spéciaux comme ça, quand tu voyais un film se passer sur une planète, bon, il y avait de grandes chances pour que tout le film se passe dans cet environnement-là. Et donc l'échappée, pour moi, a été un sentiment d'évasion très très puissant. Et ça, je pense que ça a donné une note à mon appréciation de la saga Star Wars pour le reste de ma vie, en fait. Ce pouvoir d'émancipation, tu vois. Effectivement, je vois, et ça me donne beaucoup de matière pour les futures questions que j'avais prévu de te poser. Mais du coup, justement, je me demandais, toi qui du coup entretiens un rapport très personnel à l'œuvre de Lucas, si tu te retrouvais dans une dimension où quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars et ne connaît rien de cette saga a besoin d'aide, a besoin d'informations sur toute cette épopée, comment tu la décrirais pour lui ou elle ? Ça m'est souvent arrivé parce que il nous arrive souvent de rencontrer des gens, surtout jeunes, tu vois, qui sont un peu en réaction de rejet par rapport à Star Wars, parce que c'est cet énorme truc totalement accepté par les générations précédentes, et donc on peut comprendre qu'il y a un rejet vis-à-vis de ça des plus jeunes.
et qui trouve ça un peu manichéen, un peu bête, et la force, du côté obscur, tout ça. Mhm. Et pour moi, c'est vraiment à passer complètement à côté de ce que Lucas voulait en faire. C'est absolument pas manichéen, dans le sens où c'est justement l'inverse. C'est comment un homme peut être perverti, comment un homme peut être manipulé, être amené à créer beaucoup de souffrance autour de lui, euh, alors qu'à la base, il répond plutôt à des valeurs morales. On le vérifiera après avec la deuxième trilogie, qui lui semble positive, tu vois. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment, surtout quand tu vois la première trilogie, celle que j'appelle, enfin, la prélogie, celle de, non, pardon, pas la prélogie, celle de La Luke, trilogie originale, voilà, ouais. la trilogie originale. Quand tu vois ça à travers les yeux de Luke, c'est quasiment en temps réel, puisque au début il ne sait pas et tout. Et tu vois, tu vas le voir prendre ça en pleine tête, d'abord condamné, puis, alors, non pas excuser, mais essayer de pardonner, de comprendre Mhm. comment, son père a pu, on va dire, fauter. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens par rapport à Star Wars. C'est vraiment l'idée de. euh, c'est pour moi la meilleure personnification de la perfidie, Star Wars. Parce que Ok. tu vois vraiment les ficelles de la manipulation, comment quelqu'un arrive à faire commettre des actes impardonnables à quelqu'un d'autre et se porter lui-même comme garant, et le seul garant, le seul à pouvoir l'en excuser. Tu vois, l'empereur qui fait commettre cette chose à Anakin et qui est là pour lui garantir que c'est pour le bien de la galaxie, pour le bien de la République ou l'Empire ou tout ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment un système que les manipulateurs pratiquent vachement. Ça a été étudié en psychanalyse, tu vois, c'est vraiment Mhm. l'endettement. On te fait commettre une erreur originelle et on devient le détenteur de cette nouvelle normalité qu'ils sont les seuls à pouvoir te redonner. Euh, et je pense que Lucas, son propos essentiel, c'est celui-là. Il parle de mythologie, il parle de beaucoup de choses dans ses interviews, mais ce dont il parle vraiment pas, c'est l'aspect psychanalytique, et je pense que c'est le plus essentiel dans sa façon de, certainement dans ses origines familiales. Après, je veux pas manquer de respect non plus et partir sur ce sujet-là, parce que ça n'est jamais vraiment ouvert, et c'est tout à fait respectable. Mais à mon avis, c'est vraiment la toile de fond, et c'est pour ça d'ailleurs que Star Wars m'intéresse moins depuis qu'il est plus aux commandes. On y reviendra du coup, mais effectivement, c'est super intéressant ta lecture de Star Wars sous cet angle psychanalytique, si je puis dire. Est-ce que ça t'est venu assez spontanément ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vu avec les années, l'expérience Je ne sais pas si tu as fait des études ou que tu t'es un jour renseigné dans ce domaine et c'est là que ça t'est apparu. Dis-nous un petit peu comment ta lecture s'est construite en fait. Bah, c'est-à-dire que oui, j'ai toujours été passionné par la psychanalyse, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, mais encore une fois, tu vois, je pense que la plupart des gens qui ont des enfances un peu compliquées, on va dire, se tournent vers une forme de, on va dire, de lecture psychanalytique de leur vie et des Mhm. choses qu'ils rencontrent. Et je l'ai d'abord ressenti dans Star Wars avant de le comprendre et de l'intellectualiser. Et bien sûr, après, avec les années. Mais je pense que tu vois, le tronc commun de beaucoup de gens qui peuvent avoir, alors ça comprend beaucoup de types d'expériences, mais des relations, on va dire, une enfance un peu teintée d'abus et de tyrannisme ou de choses comme ça, vont comprendre le désir de Luke de, de, de pardonner Ouais. au père, tu vois, surtout s'il y a cette idée de, que la personne dont ton fantasme d'enfant n'est pas mauvais, mais a été perverti par quelque chose. Et on a tous ce sentiment-là, parce que le monde pervertit les gens. Le monde fabrique des gens durs, fabrique des gens cruels. Et je pense que à travers son jeu, tu vois, de reprendre les figures de la quête initiatique dont il s'est toujours reconnu, euh, et ben, il y a vraiment la toile de fond de l'enfance dramatique d'un enfant maltraité.
dans Star Wars, avec la rédemption à l'issue. Et c'est pour ça que j'étais très très curieux de voir la prélogie quand il a commencé à en être question, Mhm. pour voir exactement comment il allait traiter ça. Et Et ouais, j'allais dire justement, si on met les pieds dans le plat directement, qu'est-ce que tu as vu dans cette prélogie? Est-ce que tu as retrouvé cette enfance un petit peu troublée chez Anakin? oui, les films n'étaient pas nécessairement à la hauteur de ce que j'y pouvais imaginer par rapport, enfin, tu vois, comme beaucoup de gens. Oui. Mais et j'ai jamais pu les condamner ou les mettre de côté parce que justement, il y avait énormément de matériel qui consolidait et qui apportait une dimension tragique. Et je trouve que la plus belle réussite de cette prélogie et des séries qui en découlent, c'est vraiment l'idée qu'Anakin, au-delà d'être le petit enfant blond, innocent et tout ça qu'il dépeint dans un premier temps, devient un individu qui croit défendre des valeurs meilleures que celles des Jedi. Il croit sincèrement, on va dire, être plus exigeant Mhm. et vouloir mieux faire. Et si c'est ça, c'est pas le moteur principal des gens tyranniques, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois tout à Euh, fait. donc, je trouvais que c'était tout ce que les gens trouvaient, on va dire, caricatural dans la version d'Anakin. Moi, je trouvais ça, au contraire, très très cohérent par rapport à ce que j'avais perçu dans le rapport qu'il pouvait y avoir avec Luke. Il enfonce le clou sur ce sujet-là. Et je trouve ça délicieusement ironique de te dire que quelqu'un sombre dans la tyrannie, la violence et dans le fait de faire beaucoup de mal à son entourage, euh, en pratiquant des valeurs reconnues comme étant disciplinaires, interventionnistes, Mhm. euh, et dans l'émotion, parce qu'Anakin est beaucoup plus dans l'émotion que n'importe qui. Clairement. Voilà, On a cette saison de Clone Wars pour le prouver. mais- voilà, exactement, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis bon, bien sûr, après, il fait écho avec la relation de l'empereur qui se joue de l'absence du père et de la disparition de la mère pour prendre le contrôle Dana- émotionnel d'Anakin. Ouais. Euh, voilà, alors c'est pas fait avec la plus grande subtilité du monde, mais c'est là. Et ça a le mérite d'être là parce que finalement, il n'y a pas tant d'autres fictions qui traitent de ça frontalement. À cela s'ajoute en plus la dimension politique, où quelque part, la relation que. Si on fait le parallèle entre la relation abusive d'un père avec son fils, bah, c'est clairement la même chose avec une démocratie. Tout Euh, à le- fait, le- ouais. donc du coup, j'ai trouvé ça. Je pense que George Lucas c'est quelqu'un de brillant, mais de tellement humble qu'il ne cherche pas à frimer. Donc du coup, voilà, ça ne se voit pas nécessairement, mais c'est tout à son mérite. Ouais, c'est clair. Et ce que j'entends dans ton discours et ce que je retrouve moi aussi à force de mes différents revisionnages de la saga, en tout cas de ces 6 premiers épisodes, c'est une vraie cohérence finalement du point de vue des thématiques et des idées développées, même si on a tendance à dire que notamment la prélogie est beaucoup plus politique et s'embarrasse de pas mal de choses qui peuvent paraître ennuyeuses comme des débats au Sénat. Ces débats-là trouvent un écho, comme tu le suggères, dans la destinée de Luc, et on peut faire un parallèle entre cette démocratie et cet enfant, ou cet ado dans le cas de Luc, qui tous les deux, ou tous les trois, si on inclut Anakin, ont été malmenés. Est-ce que tu retrouves des thèmes, ou en tout cas la même cohérence, peut-être des thèmes qui s'en rapprochent dans cette nouvelle ère Star Wars qu'a inauguré Disney, ou comme tu l'as suggéré tout à l'heure, tu t'en éloignes un petit peu. Euh, disons que je suis moins investi émotionnellement avec la nouvelle, mais j'y reconnais des mérites, évidemment. Moi, j'ai pas été réceptif du tout à l'épisode 7, Mhm. mais alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Non. Esthétiquement, il y a des choses qui m'ont plu, surtout au niveau de Rey et son environnement. Je trouvais que c'était vraiment une héroïne de Miyazaki, tu vois, dans tout ce qu'il y a Ouais, ouais. de plus onirique et dynamique et sympathique. Mais en revanche, je trouve que il y a certainement eu une version du scénario qui aurait pu me plaire, sûrement, enfouie là-dedans, et elle a dû exister. Mais justement, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire revenir les vieux et de leur offrir
une position centrale, notamment Han Solo dans le premier, qui est beaucoup trop mis en avant à mon avis. Alors que si tu compares, Obi-Wan était une version, encore une fois, tu vois, c'est une version fantasmée par un enfant. C'est un adulte fantasmé par un enfant, Obi-Wan. C'est Mhm. ça qui est cool. C'est vraiment le personnage bienveillant, mais en toile de fond, qui reste un peu derrière, qui est totalement bienveillant et dans l'initiation, mais quand t'es gamin, il fait clairement pas partie des personnages principaux dans ta tête. Non, c'est sûr. Et ça, je trouve que J.J. Abrams a pas su du tout recréer cette dimension où de jeunes gens prennent en main leur destin sans filet de sécurité, parce que c'est évidemment ça. Tu vois, Leia qui devient alors qu'elle est toute jeune, qui devient la conscience de la République, la conscience de la rébellion, conscience politique, les deux autres aussi, qui prennent à leur tour avec courage leur rôle. Et ben, je trouve que, tu vois, dans les nouveaux, c'est vraiment une affaire familiale, un peu concon, un peu. T'as le papy gentil, le grand frère rigolo. L'oncle bourré. Exactement. Et du coup, bah, c'est un peu moins puissant pour moi. Et puis bon, voilà, c'est ce qu'on lui reproche tout le temps, c'est-à-dire d'être une suite de citations. Ouais, c'est clair. En revanche, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais que toi aussi, donc on fait peut-être partie des deux seuls, mais d'un groupe très, très limité. J'ai beaucoup On aimé est, le suivant. on est bien plus nombreux que Internet ne veut le croire. Ah bon, ça me fait plaisir à Et entendre. parmi les auditeurs et auditrices d'Outrider aussi, je te rassure. Mais oui, du coup, tu as aimé The Last Jedi, Beaucoup. si je te comprends Alors, bien. énormément. J'ai trouvé que vraiment, par contre, c'était une prise de risque. Il y avait vraiment beaucoup de courage dans sa façon de le faire. Alors, je comprends que ceux qui avaient aimé le précédent ont dû trouver ça un peu cavalier, la façon dont il laissait tomber toutes les thématiques, ou même voir il se débarrassait complètement des choses commencées par Abrams. Mais la grande surprise de la version de la position de Luke corrobore beaucoup plus avec ce qui me plaît justement, c'est-à-dire un personnage inquiétant, ce qui est le cas, tu vois, dans un univers Mhm. vu par les enfants. Les adultes comme Luke sont inquiétants, et je trouve ça courageux de remettre ça dans l'équation. Et puis qui se trompe, Ouais, c'est ça, ça peut-être c'est génial. le meilleur enseignement de ce film. Mais tu parlais aussi de pardon tout à l'heure. Je trouve que ça rejoint un petit peu les thématiques de The Last Jedi, dans le sens où on peut reconnaître que le passé contient un certain nombre de choses problématiques ou d'erreurs, et quand même aller de l'avant. Bah oui. Et je trouvais que l'intrigue, justement, et les différentes répliques de Luke dans le film suggèrent, même si au départ il joue les cyniques et l'ermite, Ouais. tout comme Lucas, au final, c'est quand même quelqu'un qui a dit qu'on ne pouvait apprendre du cynisme mais pas construire sur celui-ci. Et moi, Ouais. je trouve beaucoup d'écho dans le film de Ryan Johnson à cette philosophie-là, quoi. Ah, je suis Et- complètement d'accord. La plus belle leçon étant que Luke est encore en apprentissage. Au Oui, moment où oui. Yoda vient lui parler à la fin, en lui expliquant ce qu'est un maître. C'est Mhm. pas, c'est pas lui qui choisit ses élèves, il ne choisit pas le combat de ses élèves, il ne choisit pas la vie de ses élèves. Il est juste là pour les aider et les guider à faire le mieux, à accomplir le mieux leur destinée. Et ça, alors là, c'est une claque que tu te prends à la fin du film où tu te dis, mais c'est fantastique d'avoir réussi à remettre Luke dans son apprentissage, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Là où je pense que certains producteurs et J.J. Abrams auraient voulu plutôt l'empailler et en faire une icône, Mhm. ils ont continué à le construire. C'est marrant ce que tu dis sur le empailler et en faire une icône, parce que récemment je me suis un petit peu replongé dans The Force Awakens notamment, et j'ai été surpris parce que c'est un film que globalement j'apprécie et que j'avais beaucoup aimé à sa sortie aussi, mais j'étais surpris de voir à quel point les personnages qu'on retrouvait pourtant 30 ans plus tard, pour en tout cas le trio original, Han Solo, Luke Skywalker, Leia Organa ou Skywalker selon la position, mais n'avaient pas vraiment bougé en fait. Abrams les avait remis dans leur statu quo originel, et avait remis dans leur bouche des répliques qu'on avait déjà entendues d'eux. Et je trouve qu'au final, je comprends qu'on puisse ne pas aimer The Last Jedi pour son audace ou ses choix, mais je crois que c'est plus cruel quelque part de ramener des acteurs et des personnages 30 ans plus tard et de ne rien leur laisser l'occasion de faire, en fait. J'ai vraiment l'impression de les voir figés, empaillés, comme tu disais, quoi. Ah oui, moi je pense que la trouille au bide qu'ils ont ressentie, elle est palpable.
Et tu t'es retrouvé à cette même trouille ou un peu d'espoir dans The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker, qui a du coup terminé, en tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast, la saga Skywalker. Et alors, je l'ai toujours pas vu, Ah figure-toi. d'accord, c'est vrai. Non, non, j'ai du mal à me résoudre. J'ai tellement aimé la fin de The Last Jedi. Euh, La fin de The Last Jedi, le dernier plan, ou les hmm, 3-4 derniers plans avec le fameux enfant au ballet, ouais. je trouve est un super hommage à ce que peut représenter Star Wars, et c'est ce pourquoi aussi on enregistre des podcasts qui sont pas forcément thématiques, mais plus des discussions sur le fait que sur ce que Star Wars nous apprend, notamment. Je trouve que c'est une superbe illustration de ça, quoi. Ça pourrait juste être un petit segment final pour la fin de la franchise et la laisser dormir des années encore, que ça ne m'aurait pas dérangé. Mais effectivement, il y a une suite après, Paul. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Un petit peu. Mais ouais, donc du coup, ouais, Non, non, mais t'appréhendes un tu petit m'as peu ce donné moment. envie. On en avait déjà discuté à une autre reprise et tes arguments sont convaincants. Je le regarderai certainement quand il sera sur Disney+, ou quelque chose comme ça. Mais, Ouais, ouais, bon, t'as le temps de t'y préparer du coup. ouais, 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 non. Puis après, je te dis, j'ai quand même plus de recul par rapport à. C'est d'ailleurs pour ça que The Last Jedi m'a autant plu, c'est que j'avais tellement de recul, j'en avais tellement plus rien à faire que du coup, j'ai été hyper étonné de me refaire rattraper, tu vois. Ouais, ouais, bah enfin, t'es pas le premier à me le dire en fait. C'est assez marrant. Et j'ai d'ailleurs retrouvé, moi, le plaisir de discuter avec pas mal de potes ou de connaissances qui étaient très Star Wars dans leur jeunesse, qui ont absolument détesté The Force Awakens et ont dit c'est tout ce que j'attendais de Disney, donc c'est bon, le signal est envoyé, je ne m'intéresserai plus à cette saga. Et qui, par chance ou peut-être par hasard ou parce que un pote comme moi les a traînés voir Star Wars 8, ils se sont remis à bord du wagon. Bon, la descente pour la plupart d'entre eux a été difficile du coup une fois Star Wars 9 arrivé, mais pas pour tous, hein, et on va pas dédier ce podcast à cracher sur un film que par ailleurs tu n'as pas vu, mais ou pas encore. Mais ouais, du coup, j'imagine, comme tu le laisses suggérer, rien qu'avec le laps de temps qui sépare les différents épisodes de Disney, que ta vision de la saga a pu changer du coup au fur et à mesure des années. Et puis, tu es au sein de ce podcast l'un des premiers aussi qu'on reçoit. On a eu Charles Soule, pardon, il y a quelques mois, quelques années même maintenant, qui nous a parlé de sa relation à Star Wars. Mais justement, ça fait quoi de travailler officiellement sur la saga, puisque tu l'as fait à 2 reprises, je crois. Oui, ouais, ouais, j'ai bossé d'abord à l'époque où c'était encore chez Dark Horse. Les comics étaient chez Dark Horse, et puis quand Marvel a récupéré les droits. Et ben, bon, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, parce que évidemment, je pense que pour tous les illustrateurs, dessinateurs, Star Wars est hyper fort dans le sens où il y a une iconographie liée à la saga qui est très très forte. Alors c'est pas que les films, c'est aussi Drew Struzan, c'est aussi tous les illustrateurs qui ont bossé sur les concept art et tout ça. Il y a quelque chose de vraiment tangible. Il y a même on va dire une charte de composition, tu vois, pour faire du Ouais. Star Wars. Mais ça te faisait pas peur, justement? Non, ça fait envie, au contraire. Ah ouais, ok, ouais, ouais, non, je Oui, sais oui, pas. je pense que tous les gamins qui dessinent, ça les démange. Enfin, ceux qui ont cette culture visuelle, on va dire. Et puis en plus, tu vois, il y avait un précédent. Olivier Vatine avait adapté dans les années 90 le roman de Timothy Zahn euh, en BD pour Dark Horse. Et d'ailleurs, je trouve qu'il avait apporté un soin visuel qui était inédit à l'époque, parce que il faut savoir que Marvel donc a commencé à faire des comics à la suite des films, et ça n'a pas toujours été fantastique. C'était C'était vraiment même super cheap. avant, je crois, les premiers numéros de Star Wars, je crois, sont sortis en 76, donc avant le film, il me Mm. semble. Mais oui, effectivement, il y avait des choses assez étranges. Et oui, oui, oui. C'est ça le problème, c'est qu'il y a il y a des franchises comme ça, on va pas dire que le Seigneur des Anneaux est une franchise, mais il y a des œuvres comme ça qui ne peuvent pas se autoriser une nonchalance dans le traitement. Il faut vraiment y mettre la patate, travailler visuellement, être fidèle, faire des belles couleurs, gérer les scènes d'action. Il faut vraiment le faire. Et la méthode Marvel, surtout des années 80, ne s'y prêtait pas du tout. Donc quand Dark Horse est arrivé et qu'ils ont commencé à proposer des trucs qui étaient vachement qualitatifs à côté, bah ça, du coup, les fans ont reçu le message. Et justement, Olivier Vatine, quand il a fait son adaptation, il a,
il a travaillé très sérieusement sur tous les designs des nouveaux vaisseaux, sur les environnements. Euh, Isabelle Rabaros, qui est son épouse, qui a fait les couleurs, a fait un travail fantastique pour justement restituer les couleurs des films. Tu vois vraiment que c'est un travail de fan et non pas juste un professionnel blasé. Et donc ça m'avait excité encore plus, ça avait remis encore plus une couche sur le désir de pouvoir un jour toucher à ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense que pour toute une génération de lecteurs ou même de fans de Star Wars, donc la trilogie de Zan, donc un roman connu en France sous le nom de La Croisade Noire du Jedi Fou, qui est à peu près un titre exécrable, mais qui, je crois, dans la version BD avait été traduite plus littéralement, parce que c'est Heir to the Empire en anglais, et je crois que c'est l'héritier de l'Empire chez Ouais, Delcourt. ouais. Donc, et Dark Horse France d'ailleurs peut-être. Oui, au début, ouais. Ouais, et du coup, c'est vrai que ça représente, enfin, comme beaucoup d'œuvres Star Wars ou même de produits dérivés, une espèce d'étape en fait dans notre imaginaire, et même quand il est limité à la saga Star Wars et à ce fameux à cette fameuse charte à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, je trouve que si ces images-là on y est exposé relativement jeune ou pas d'ailleurs, elles peuvent rester gravées dans notre esprit, quoi. Et moi j'ai effectivement encore en tête, je les ai découverts sur le tard, mais les planches de Vatine, je les ai très 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 en tête. Bah ouais, Dark Horse a vraiment fait un boulot fantastique, hein, pour l'époque, et pas qu'au niveau dessin, bien sûr, hein, au niveau aussi des histoires, ils ont développé les Tales of the Old Republic et toutes ces choses-là, les anciens Jedi, plein de choses qui ont enrichi bon, l'univers étendu. Jusque-là, c'était des romans, et puis tout d'un coup, ça a pris une pêche incroyable. Et bon, de toute évidence, Marvel n'a pas souhaité continuer trop sur cette voie-là. Ils ont suivi le giron des films tels que Disney voulait les voir, à savoir on recentre sur les personnages principaux et dans des airs plus balisés, on va dire. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. C'est le terme. Après, bon, graphiquement, c'est sûr que les comics Star Wars sont top, mais ils bénéficient d'une technologie tellement plus avancée qu'à l'époque. Enfin, faut voir que le Star Wars de Vatine, c'était des couleurs à la main, tu vois, à l'aquarelle. Ouais, bien sûr. Donc c'était plus chaud hein, pour faire du Star Wars à l'époque, hein. Mais c'est ce qui le rend aussi un petit peu intemporel et même unique, j'ai envie de dire. Après, c'était un juste retour des choses, je crois, que de voir les Français, enfin l'écurie française qui a tant inspiré Lucas à l'époque, revenir se réemparer du mythe, quoi, si j'ose dire. Enfin, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de mettre la main sur ces albums, c'est vraiment une expérience de lecture très particulière, mais dans le bon sens du terme, quoi. Tu fais bien de le rappeler. Mais c'est vrai Mais que c'est ce que tu disais, et c'est hilarant, les échanges d'influence, c'est tellement incestueux. Lucas qui est influencé par Mézières, Moebius, toutes ces BD franco-brouillées, tous ces BD franco-belges. Vatine qui lui est inspiré par Star Wars quand il fait Aquablue, tu sens clairement qu'il y a mhm. plein d'emprunts. Et puis donc Dark Horse qui revient vers Vatine pour lui demander de faire du Star Wars. Tout ça, je trouve ça passionnant comme arbre généalogique, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, on pourrait en faire un podcast entier. D'autant que moi, je dirais pas regretter l'époque Dark Horse non plus, parce que à l'époque, je lisais, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à lire des comics Star Wars, et j'ai lu quand même beaucoup de choses qui m'ont pas marqué, ne serait-ce que visuellement. Mais c'est vrai qu'il y avait une attention qui était prêtée à la saga, qui était vraiment très différente de celle qu'on a aujourd'hui avec Marvel. Alors, déjà parce que Marvel, tout comme Star Wars, appartiennent tous les deux à Disney. Donc il y a vraiment un côté un peu conglomérat qui, je pense, forcément se joue un petit peu dans ce que les artistes peuvent se permettre ou non. Mais c'est vrai que relire des comics, notamment des années 90 sur Star Wars, il y a des designs et des couleurs et des créatures, des vaisseaux qui font envie et qui, je pense, si elles étaient un jour portées à l'écran, n'auraient pas à démériter face aux blockbusters qu'on a pu avoir entre 2015 et 2019. Mais dis-nous en plus sur ton travail, toi en particulier, chez Dark Horse, puis chez Marvel. Oui, juste pour finir sur ce que tu dis, pour Ouais, dire que je vas-y, suis dis-moi. complètement d'accord. Je trouve qu'il y avait en effet une ambition, une volonté plus- chez Dark Horse de faire du grand spectacle, euh, de faire de l'illustre, tu vois, de faire vraiment quelque chose d'important quand il traitait Star Wars, là où Marvel veut plus rajeunir et la marque et plus se rapprocher des persos, quoi, faire du
du sentiment et du character development, tu vois. Mhm. Et en ce qui me concerne, moi, mon expérience personnelle, d'abord, donc j'ai commencé à faire des covers pour Dark Horse, alors, ce qui était génial. Je pense ils avaient vu mon travail sur Flash Gordon. J'avais fait des couvertures sur tout un tas de trucs comme ça, de SF assez différents, et du coup, ça leur a donné envie de me filer le job. On imagine. Enfin, en tout cas, je l'aurais filé moi aussi. C'est gentil. Et du coup, l'expérience, c'était vraiment super. Bon, ça a toujours été très bien de bosser pour Dark Horse. Je trouvais qu'ils étaient vraiment respectueux et passionnés. Même à l'époque où j'ai travaillé avec eux, ce qui était un peu sur la fin de leur règne, tu sens qu'ils avaient gardé la même dynamique de vouloir que tout était important, tout ce qui touche à Star Wars est super important, donc il faut vraiment le faire correctement. Et après, à part ça, beaucoup de confiance et assez audacieux dans les designs qu'ils acceptaient. Je me souviens qu'ils ont toujours choisi dans les sketchs, les refs que je leur faisais, ils ont toujours choisi le plus audacieux, ce qui n'était pas pour me déplaire. Et du coup, non, vraiment une très très bonne expérience. Et quand Marvel a racheté, alors là, je me suis retrouvé à en faire beaucoup plus. Mhm. Bon, déjà parce qu'ils ont fait, comme tu te souviens, ils ont sorti une multitude de variantes cover pour le numéro 1. Oui, Moi-même, j'en ai réalisé 3, juste pour le numéro 1. d'accord. Donc c'est pour te dire. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû en réaliser plus, hein. Je pense à Alex Ross ou des gars comme ça, à mon avis, ils ont dû en faire encore plus. Et, et bon, du coup, c'était un petit peu compliqué dans le sens où c'est toujours un peu pareil. Quand on te demande de faire un visuel de quelque chose qui est aussi iconique, aussi connu, sans direction du tout, voilà, fais-moi Luke, Han Solo et Leia, voilà quoi. Ouais, c'est coton. C'est un petit peu compliqué surtout qu'en plus, il commençait à déjà montrer toutes les autres de tout le monde. Donc voilà. Mais bon, après tu retombes vite dans ta passion, donc du coup, la difficulté qui est de justement se démarquer finit par disparaître parce que ça devient une expérience personnelle et fun, donc du coup tu t'oublies dans le plaisir que tu ressens et tu te finis par... je compare ça un peu comme quand tu joues à 12 ans avec des figurines, tu vois, tu Mhm. t'éclates à te raconter des histoires, à les agencer, à faire des scènes et tout, bah, c'est exactement pareil que quand tu dessines. Donc je me suis Et fait mes couvertures qui me plaisaient, qui évoquaient des environnements chouettes, des symboliques émotionnelles qui me touchent moi, même si elles n'apparaissent pas nécessairement très clairement. Mais du coup, c'est toujours le pied quoi, de faire du Star Wars. tu as des réalisations en particulier dont tu es assez fier, donc que ce soit de l'époque Dark Horse ou Marvel. Moi, j'ai en tête ce que tu avais fait pour Captain Phasma. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup ces couvertures-là. Enfin, peut-être Ouais, parce que bah, le personnage est super visuel, quoi, aussi. Mais ouais, et puis surtout, il est pas évident. Justement, ouais, j'en suis content parce que j'avais pas d'affinité avec ce personnage du tout. Et quand on m'a filé le boulot de faire toute la série en cover, je me suis rapidement demandé est-ce que j'allais pouvoir faire de bien. Et de m'en être sorti devient en soi le meilleur souvenir de l'expérience, tu vois, c'est me dire. d'accord. Et du coup, c'était assez libérateur de chaque fois de trouver quelque chose et de me dire mais putain mais oui ça marche, je trouve un chouette truc, je continue, en plus ça me donne l'occasion de faire plein de hachures sur le casque avec du traitement de cross-hatching et tout pour faire revenir tous les volumes et tout ça, je voyais ça prendre corps et du coup c'était une bonne expérience. Et puis en plus il y a toujours moyen de s'amuser avec les reflets pour un personnage comme ça. T'as que ça presque. Et ouais, ouais, ouais. Et du coup, non, non, c'était assez fun. Throne aussi, c'était sympa à faire. Ouais. Même si c'est toujours tombé à des mauvais moments en termes de planning. J'étais toujours en festival où j'avais toujours quelque chose à faire quand il fallait rendre la couverture. Donc je crois que les 2 ou 3 premières ont été compliquées, mais après, voilà, tu vois, c'est trippant quoi, parce que le moindre élément graphique, tu sors le plan de l'étoile noire pour le mettre en fond, tu te fais ta cuistouille, tu vois, quand tu Mhm. réfléchis à des machins comme ça. Il y a tellement, tellement d'éléments visuels que tu peux utiliser sur du Star Wars que les problèmes s'effacent au fur et à mesure qu'ils se présentent, tu vois. C'est assez simple en fait. Et du coup, tu disais que tu n'avais pas spécialement de direction. Du coup, ça doit être
j'imagine parfois un petit peu compliqué, malgré tous ces éléments iconiques que tu peux déployer sur une couverture. Ah oui, tu peux même dire c'est carrément chiant. C'est vraiment l'aspect le D'accord. plus chiant de faire de ça, c'est quand t'as pas assez d'indications sur l'histoire. Alors là, il y en a tellement eu, et toi-même, t'en as tellement déjà fait avant que tu te dis, oh là là. Ouais, pour se mettre un petit peu en danger et essayer de tenter de nouvelles compositions, j'imagine que c'est pas forcément le meilleur plan. Parce Non, que on le rappelle du coup, en tant que dessinateur, quand tu t'occupes de ce qu'on appelle les pages intérieures du côté de nos amis fans de BD et notamment chez les Américains, tu as le script sous les yeux, donc en principe mieux il est fait et plus il y a de détails ou bon tout ça dépendra bien sûr du scénariste en question et de ta relation avec lui, mais au moins tu as un minimum d'indications, alors que sur les couvertures, du coup, si je te comprends bien, c'est un peu, voilà la série sur Frone, c'est le numéro un, go. et ouais, c'est ça, parce qu'ils en ont besoin tellement en amont pour les sollicitations, pour les Ouais. catalogues, pour les machins et tout, que du coup, le scénario, il n'est pas encore écrit, tu vois. Mhm. C'est Donc presque dans un le, outil marketing avant d'être un outil artistique, tu penses? ben, c'est les aléas de la presse plutôt, tu vois. Ouais, Il y ouais, a un je vois, ouais. fonctionnement, il faut que ça passe par ça, quoi. Alors des fois, c'est arrivé qu'ils m'aient mis en contact avec les scénaristes. Alors là, pour le coup, c'est plus facile. Il suffit juste de discuter un petit peu. Et au début, c'est toujours eux qui savent pas comment procéder parce qu'ils te disent ah mais je sais pas exactement quelle quelle forme ça va prendre, et qu'est-ce qu'il y aura de proportion entre cette scène et cette scène-là. Et chaque fois, je leur dis mais non, mais c'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout important. Donnez-moi vos intentions. C'est Mhm. l'intention juste qui m'intéresse pour faire une couverture. Ouais. Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu espères que l'épisode va impacter comme sentiment ou comme événement qui va capturer l'imagination du lecteur, quoi. Et à partir de là, c'est super simple. Tout d'un coup, ils disent ah, ben, ils me donnent leur sentiment et je fais l'image de ça, quoi. Ok, donc ça fonctionne un petit peu comme ta réaction à la trilogie originale via le sentiment. Ben ouais, c'est un petit peu ça. Mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, ils ont tout intérêt à prendre des dessinateurs qui sont très très familiers avec l'univers Star Wars. Et quand ça se passe bien, quand ça se passe bien avec un gars, une fille, quand ils sont contents et qu'ils ont vu que la personne était assez autonome, t'es à peu près sûr qu'ils vont revenir parce que Mhm. pour eux, ça leur simplifie tellement la vie. Tu vas faire les recherches, bon alors c'est quel casque à l'époque, tu vois, Ouais, à ouais. tel moment, et ils ont même pas besoin, eux, de te dire. Bon, des fois, il y a des erreurs, mais c'est comme Oui. ça. Enfin, on peut pas y couper, surtout avec un univers aussi vaste et un nombre de séries quand même assez important, même si c'est un petit peu ralenti ces derniers temps. Quoique, je crois qu'on doit être quand même encore aujourd'hui à quatre séries qui paraissent encore dans les comic shops et qui viennent de cet univers Star Wars. Mais du coup, ça fait quand même pas mal de boulot. Est-ce qu'on peut espérer te voir poursuivre ce travail chez Marvel? J'imagine que oui. Oui, 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 sur des couvertures, y a pas de souci. Pour des intérieurs, on en a parlé plusieurs fois, et je suis pas complètement convaincu, parce que pour moi, comme je te dis, ça demande de faire les choses vraiment bien, et il faut vraiment avoir une vision globale Mhm. de la couleur et tout. Et bon, les délais qu'ils donnent sont pas compatibles avec ça. Alors, je suis toujours tenté, et j'ai envie de le faire, mais si c'est pour le faire à l'arrache et que du coup je me démarque pas. Faut savoir que moi je suis pas le plus flexible au niveau 3D et tous ces outils. Je maîtrise pas du tout, donc autant je peux choper des petits modèles, des trucs comme ça, et après je les redessine dans mes pages. Autant je suis pas du tout aussi à l'aise qu'un Marco Quequeto qui va te sortir tout ça et te faire des scènes phénoménales avec des walkers, avec les trucs qui arrivent dans le fond, les croiseurs dans l'espace et tout ça en perspective et tout, parce qu'il a vraiment ce truc de la 3D, l'outil 3D. Si je maîtrisais plus ça, peut-être que je m'y lancerais, mais à l'heure qu'il est, ça me demanderait un boulot euh, pas phénoménal, parce que c'est faisable, mais plus avec un état d'esprit à la française, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. fais 2 pages par semaine, 3 pages par semaine et t'es content. Une page par jour, c'est compliqué quand même pour du Star Wars, on va dire à grand spectacle. Du coup, revenons un petit peu sur ta vision et ta lecture de Star Wars. On a parlé de pardon et d'apprentissage tout à l'heure, mais je voulais poser la question peut-être un peu plus directement. Qu'est-ce que Star Wars t'a appris
Que ça soit d'un point de vue, on va dire, développement personnel, avec quelques guillemets, ou tout simplement aussi en tant qu'artiste, puisque j'imagine que ça a été quand même un grand moment pour ta carrière, et ça, c'est toujours très important aujourd'hui. Ouais, oui. Ben, enfin, oui, comme tu dis, ça va être une réponse sur plusieurs plans. Sur le plan personnel, j'aurais tendance à dire un peu comme tout le monde, ce que ça apprend particulièrement, c'est que on échoue avant de réussir. Je pense que c'est une des leçons importantes de Star Wars, tu vois, l'Empire contre-attaque est un des rares films quand même où les personnages principaux se prennent de telles branlées. C'est dramatique, c'est traumatisant même quand t'es gamin de voir un tel échec. Et tourner ça de façon à ce que justement ça devienne le terreau pour la réussite d'après, c'est-à-dire que tu vois clairement que Luke, entre les deux films, a maturé, a réfléchi à tout ça, et ça lui donne son angle d'attaque pour finalement, euh, d'une part, aider à libérer la galaxie, mais aussi sauver son père. Je trouve que c'est vraiment un apprentissage de la vie remarquable. C'est une belle leçon à donner aux enfants. C'est rare que les choses vraiment importantes fonctionnent du premier coup. Ouais. Et même d'ailleurs, c'est très souvent après avoir échoué, après avoir cru que tu as totalement échoué, que tu réussis. Donc ça, je pense que si tu veux, c'est pas quelque chose que j'ai compris en voyant le film, c'est quelque chose qui s'installe et qui prend du sens quand tu finis par avoir des expériences de vie et des choses comme ça, et tu te retournes, tu regardes les films, tu te dis oui, voilà, c'est ça en fait. Et sur le plan professionnel, alors il y a beaucoup de choses techniques que ça m'a appris au niveau du rythme. Bon, il y a plein de choses, on va pas revenir là-dessus, c'est tellement connu, mais tu vois, Lucas qui t'explique comment structurer une histoire en enlevant la première bobine du film, tu vois, ce genre de Mhm. choses, en expliquant les impacts qu'il veut. D'ailleurs, c'est un des rares créateurs qui a beaucoup parlé sur le rapport entre la technique et l'intention. C'est même l'un de ses grands chevaux de bataille, quoi. Quitte à ce Bien sûr. que les gens le prennent pour un fou quand il ramène la technique sur une œuvre qui a plusieurs années. Je pense aux éditions spéciales, au fait de Ouais, ouais. faire une menace fantôme 3D, ce genre de choses. Bien sûr, bah, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par ça. Et je te parle de technique de narration, comme technologie, comme tu le dis, comme Oui, oui. tous les outils dont un créateur doit disposer pour accomplir sa vision. Et étant donné que bah, il a toujours beaucoup parlé là-dessus, quand tu t'intéresses à lui et à cette œuvre-là, ben, tu es forcé indirectement d'emmagasiner énormément d'informations qui te servent en tant que créateur après, en tant qu'artiste après. Donc ça m'a vraiment beaucoup appris. Et comme je te disais, on va dire sa fibre artistique très forte. C'est quelqu'un qui aime l'art, qui aime beaucoup les illustrateurs et les dessinateurs. Se sent dans son film, notamment au niveau des cadrages, la composition, les formes, l'esthétique pure, mais aussi la lumière et toutes ces choses. Tu sens que c'est très très fort et c'est inspiré par des peintres qu'on est amené à apprécier plus tard aussi quand on a connu Star Wars enfant. Tu finis par te dire pourquoi ça me plaît autant, et tu finis par comprendre, tu vois, tout ce qui est Flash Gordon, tout ce qui est Max Hilparich, ces illustrateurs fantastiques, euh, et ainsi de suite. Et évidemment aussi ceux qui ont travaillé dessus, comme Drost Struzan dont je parlais, qui nous a imprimé la rétine de ses compositions en montage, dont il est maintenant, enfin tu vois, c'est du trademark, quoi, tellement Oui, que tout à c'est fait. devenu. Bon, on le fait tous maintenant, et certains même certainement sans s'en rendre compte. Et voilà, toutes ces choses-là, c'est la dette à Star Wars, elle a pas de limite, elle est vraiment, elle est immense. Et j'ajouterais quand même un autre truc aussi, en termes de qu'est-ce que ça m'a apporté, un troisième aspect, c'est au niveau créateur et plutôt au niveau de sa position face à l'industrie. Ça m'a appris que ben, qu'on pouvait accomplir quelque chose d'intéressant que quand on est seul maître à bord, quand on est seul à avoir les commandes et qu'on est un peu sur tous les plans. Euh, Au début, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que tout le monde s'en foutait de son projet. Donc ça lui C'est a vrai. donné une grande liberté. Après, tout le monde était intéressé, mais c'était trop tard. Il avait sécurisé son autonomie créative. Et voilà, et tu te rends compte que quelque part, c'est la recette de quasiment tous les plus gros succès. Que tu passes par Harry Potter, tout le monde s'en foutait au début. Ça a été certainement le terreau pour qu'elle puisse être libre de faire ce qu'elle avait envie. Et tu prends à peu près toutes les plus grandes œuvres,
tout le monde s'en foutait au début, et c'était trop tard quand tout le monde s'y intéressait. Les créateurs avaient déjà sécurisé leur pouvoir sur leur œuvre. Ça veut Donc dire ça, que tu as les droits de merch sur tout ce que tu crées depuis? Ou pas du tout? en tout cas, c'est en effet quelque chose qui est dans les préoccupations de tout le monde maintenant. Oui, oui, bah ouais. Surtout de nos jours où beaucoup de comics sont adaptés sur les écrans. Bien sûr, bien sûr. La leçon pour moi de George Lucas sur Star Wars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent George Lucas maintenant, mais pour moi, c'est que la leçon, c'est que les erreurs de quelqu'un de libre valent mieux que les réussites de quelqu'un de guidé par des studios. Je préfère les erreurs d'un George Lucas qui se trompe et qui assume plutôt que du préformaté, même s'il il est en apparence parfait et lissé et hyper calibré. Je vois parfaitement ce que tu veux dire. C'est un message plutôt fort et qui, par ailleurs, forcément, circule toujours quand on parle de Star Wars. Mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais englobé aussi bien dans un épisode d'Outrider. Donc, merci pour ça. Petit, comment dire, aparté sur justement potentiellement un souvenir, une œuvre en particulier ou même un morceau de Star Wars qui t'a marqué. On a parlé du Star Wars de Vatine, on a parlé de ta découverte des tout premiers films, mais il y a peut-être quelque chose qui est plus récent et qui a su capter soit tes émotions ou en tout cas ton attention. Oui, oui, tu vois, j'ai envie de dire, ce pourquoi je suis le plus reconnaissant à la prélogie, c'est Clone Wars. Clone Wars, je suis un gros gros fan de la série du début à la fin. C'est là où je voulais t'emmener, je ne te le cache pas. Et bah écoute, ouais, je sais pas quoi dire qui n'a pas été déjà dit une centaine de fois, mais pour moi, Clone Wars, c'est vraiment la, le beau cadeau de la prélogie, quoi. Et tu Euh, parles des deux séries ou de celle de Filoni en particulier? Ah non, les deux, mais pour des raisons très différentes. Oui, La première, c'est un chef-d'œuvre formel. oui, tout à La fait. deuxième, c'est plus au niveau du fond, même si la forme me plaît beaucoup, hein. Mais le premier, bon, si tu veux, c'est ce genre d'œuvre où la forme est tellement forte que ça finit par créer du fond. Oui, oui, tout Mais à fait. Ouais. clairement, il n'y a pas de fond dans ce premier. C'est beaucoup plus innocent, beaucoup plus. Mais c'est tellement impeccable et tellement puissant sans mauvais jeu de mots, c'est un truc de samouraï, tu vois. C'est vraiment la Ouais, tout à perfection fait. de. Bah, t'y mets ce que tu vois, enfin, ou ce que tu as envie d'y voir, et c'est là où c'est parfois, entre guillemets, plus facile d'aimer Clone Wars de Tartakovsky par rapport à la prélogie, alors que bah, techniquement, ça se passe bel et bien entre les épisodes 2 et 3 de cette même prélogie. Je repense à ce moment que je cite toujours de Anakin et de Padmé qui sont lui dans le cockpit et Oui, elle depuis son appartement, qui dit un milliard de trucs sur leur relation amoureuse que George Lucas n'aurait peut-être pas osé dire ou faire, simplement parce que bah, il est dans une représentation de cette même relation qui est peut-être un peu plus datée ou qui fait un peu plus facilement sourire. Mais bon, fondamentalement, tu parlais de la forme, c'est une scène muette, donc on peut aussi y mettre les interprétations qu'on veut, quoi. oui, bah, tout à fait, ouais. Mais c'est ça aussi la richesse de ces séries-là, c'est que il y a clairement des choses pour lesquelles Lucas est moins habile ou moins investi, et la relation amoureuse en fait partie, même principalement. On sent que Mhm. c'est pas quelque chose qui fait partie vraiment de. C'était essentiel, c'est important, donc il a besoin de le traiter. Mais tu vois qu'il n'y a pas la même sincérité que dans les problèmes de filiation et les problèmes parentaux. Mhm. Mais ce qui est génial, justement, c'est qu'il ouvre la porte pour que d'autres gens s'investissent et puissent développer ces choses-là, et ils le font avec brio, artistiquement parlant. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un créateur qui est un artiste à la tête d'un studio pendant autant d'années, c'est que du coup, il laisse s'exprimer d'autres gens hyper talentueux et leur laisse l'occasion de faire des choses dont lui n'est pas capable. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que c'est ça, l'une de ses plus grandes qualités est quand même celle de savoir s'entourer, quoi, pour le dire un petit peu simplement et vulgairement. Non, non, bah, je pense que c'est quelque chose de très conscient pour lui, donc ça n'a rien de vulgaire ni simple. Bon, effectivement, je suis content que tu me pardonnes. C'est un épisode placé sous le signe du pardon. Mais du coup, effectivement, la seconde série donc de Dave Filoni, The Clone Wars, avec le petit The devant, il me semble, t'a touché. Oui, oui, oui. Bah, la série, elle part déjà d'une très très bonne idée, parce que c'est quand même
le grand absent de la prélogie. On en parle beaucoup de la guerre des clones, on en voit les conséquences, mais on la voit pas. Et notamment, l'élément capital, c'est les clones eux-mêmes qui sont euh, l'outil de la chute des Jedi qui n'occupe pas une place très très importante. On se demande ce qui se passe dans leur tête, on se demande à quel point ils sont conditionnés, à quel point c'est des automates, ou est-ce qu'ils le font par conviction. Enfin, il y a tout un tas de questions que génère la prélogie et qui n'a pas de réponse si tu ne regardes pas Clone Wars. Mhm. Et Clone Wars apporte une réponse plus que satisfaisante à mon avis. Et en plus, je trouve que ce qui est génial, c'est que tu retrouves enfin, tu vois, Lucas était un documentariste avant de faire des films, notamment à l'université. Il se passionnait pour le documentaire. Il en avait réalisé sur la guerre du Vietnam. C'était un passionné de la Seconde Guerre mondiale. C'est des choses qui lui plaisent beaucoup. Et tu vois Clone Wars débarrouler avec tout ça, toute cette passion qu'il a qu'on avait déjà pu voir pour ceux qui avaient vu Indiana Jones Young Chronicles, la série Mhm. du jeune Indiana Jones, où tu vois vraiment que c'est son kiff. Hein, il adore ça. Les épopées de martial, d'hommes dans la boue, qui Mhm. vivent des expériences difficiles, c'est quelque chose qui le passionne, avec en plus le côté documentaire. Et Clone Wars, ils se ressaisit de ça pour raconter le quotidien des Troopers, et grâce à eux, offrir un regard complètement différent sur les Jedi, qui paraissent beaucoup moins sympathiques, je trouve. Ouais. Tu vois, quelque part, il y a une volonté d'écorcher le mythe avec Clone Wars. Et cette idée géniale de créer Ahsoka au milieu, qui va faire le lien entre le Jedi et le Trooper, qui n'a pas vraiment choisi sa place. On voit clairement pendant toute la série qu'elle n'arrive pas à trouver sa place entre la loyauté qu'elle a pour tous ces hommes qui sont la chair à canon, clairement, ou l'aristocratie de la guerre, on va dire, le chevalier dans toute sa splendeur, qui décide du sort de ses inférieurs, tu vois. Ouais. Elle a clairement pas choisi sa place, et la fin de la saga, justement, offre une conclusion bouleversante, je trouve, à ça. Euh, D'une part, quand tu vois le bataillon de la 501e arborer pas le maquillage, mais les dessins du visage d'Ahsoka sur leur Mhm. casque, qui donc clairement manifestent leur affection et l'idée qu'elle appartient à leurs yeux, à leur clan, à leur groupe, qu'elle est l'une des leurs. Et je peux spoiler, hein. Oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, c'est trop tard. Mais Ah, le visuel, bien sûr que tu peux spoiler, mais par ailleurs, le visuel a tout de suite été utilisé pour annoncer le retour de Clone Wars, et les gens, en voyant le casque frapper effectivement des lignes et des couleurs qui ornent le visage d'Ahsoka, ont tout de suite imaginé cette scène où le bataillon de clones lui rend hommage, elle qui, via des détours un petit peu complexe, a dû quitter les rangs de l'ordre Jedi, et donc techniquement les rangs de l'armée de la République. Mais en même temps, il y a ces liens très forts que tu résumes très bien, qui les rassemblent sur la toute fin de cette superbe saga qu'est Clone Wars. ouais, et qui se conclut sur une scène bouleversante de dialogue avec Rex sur Mhm. le fait que depuis toujours les clones sont condamnés à être, on va dire, de la chair à canon, quoi, Oui, tout à fait. Ouais. mais qu'elle ne sera pas celle qui causera leur mort. Je trouve ça bouleversant comme dialogue. La loyauté jusqu'à la fin, de dire. Parce que quelque part, c'est un méta-commentaire sur le fait que les Jedi, eux, ont toujours. Ça ne leur a jamais posé vraiment de problème, Non, quelque non, c'est part, de clair. les considérer comme ça. Donc, en disant ça, ça fait écho à sa décision des épisodes précédents de quitter l'académie, de quitter les Jedi. Et donc, ça se termine clairement sur la position qu'Ahsoka finit par prendre enfin, c'est-à-dire elle aura été un soldat de cette guerre, pas un Jedi dans cette Mhm. guerre. Et Et c'est je pense qu'elle porte la tristesse et le poids des conséquences et beaucoup plus que n'importe qui, même presque Rex, qu'on a l'impression dans cette scène-là,
du sacrifice qui aura été fait des clones. Bah oui, tout à fait, parce que comme tu dis, elle joue, ou en tout cas, j'allais dire, elle joue sur les deux tableaux, c'est pas la bonne expression, mais elle fait effectivement le pont, le lien entre cette chair à canon et celle qui les commande, et les deux ont leurs problèmes, leurs inquiétudes et leurs motivations. Et en fait, c'est ce qui fait tout le sel de Clone Wars, c'est la tension entre ces deux mondes, quelque part, celui des Jedi et celui des clones, bien évidemment, il y a beaucoup d'épisodes aussi qui, sous la forme de serials, nous emmène sur telle ou telle planète, nous fait découvrir telle ou telle race, et nous en apprend plus sur nos droïdes préférés, mais c'est pas forcément les épisodes qu'on retient, surtout après ce final d'une saison 7 qui est sortie cette année et qui, je le rappelle du coup, puisqu'on n'a pas fait un épisode dédié, mais est complètement époustouflante et vous devez la regarder, même si vous n'avez pas le courage de mater les 6 premières saisons, encore que sur le site de Trader, vous avez une liste des meilleurs épisodes si vous êtes un petit peu, feignant, ou en tout cas si vous avez un temps limité. Par exemple, si vous êtes dessinateur pour Marvel, ça peut être l'occasion. Ouais, Et, c'était très bien de faire ça d'ailleurs. merci Paul. Justement, je rebondis sur ton analyse de Clone Wars et notamment ton amour pour Ahsoka pour te poser une petite question, savoir quels étaient, ou du moins quel était, si il ou elle est seul, ton personnage préféré de la saga. Pendant des années, c'était Luke. Pour, Ça pour la peut raison. changer. Oui, ben, ça a changé. Pendant des années, c'était Luke parce que tu vois, le facteur d'identification était assez fort. Et j'ai tendance à penser que pour beaucoup, c'est Luke. Même pour les gens qui ne le reconnaissent pas comme étant leur personnage principal, préféré, je veux dire, vont préférer Han Solo et tout ça, mais en Ça, c'est termes juste pour la frime en soirée quand non, tu non, veux. non, je prétendrais pas dire ça, ça serait méchant de dire ça. Non, non, je pense que c'est sincère. Mais si tu veux, dans le ressenti que tu as en regardant les films, je pense que homme comme femme, comme qui que ce soit, enfant, adulte, tu t'identifies d'abord à Luke parce que c'est le point d'entrée. Les autres personnages ont des fonctions différentes. Han Solo est plutôt une figure rassurante, où on va dire le cousin, ou un personnage un peu extérieur qui est un peu inquiétant, mais quand même bienveillant. Chacun a une fonction, à Leia et la conscience, mais quelque part on est quand même tous le bleu beat, tu vois, qui arrive dans cette histoire, et c'est Luke. Tout à fait. Donc si on essaie d'être un petit peu honnête, c'est toujours quand même Luke qui reste Et d'ailleurs, ce que tout le monde disait, hein, avec la nouvelle trilogie, c'était plaisant de voir Han Solo, plaisant de voir Luke, plaisant de voir Leia, mais tout le monde attendait de voir ce que Luke était devenu. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il y a il y a une vraie omerta autour du fait que les gens aiment plus Luke qu'ils ne veuillent le dire et se cachent un petit peu. Moi, je sais que c'est The Last Jedi qui m'a incité à, pour ainsi dire, le revendiquer, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment remarqué à quel point je Parce que c'est pouvais. toi, parce que c'est toi, Luc. Et c'est normal de pas s'aimer, enfin de pas. On préférerait, tu vois, Être s'améliorer et cool. aimer quelqu'un d'autre. Luc, non, c'est le personnage un peu ringard, un peu couillon, Ouais. qui commet plein d'erreurs et qui apprend à la dure, et voilà quoi. Effectivement, c'est une belle leçon à tirer de Star Wars. Donc c'était Luke, mais qui est-ce maintenant? Bah, ça serait plutôt Ahsoka. Quelque part, Ahsoka, c'est Luc point 2, tu vois. C'est vraiment. Elle part sur le même principe de ne pas vouloir correspondre à une école de pensée, à une façon de voir. Luke n'est pas le Jedi parfait dans la façon dont Lucas. Et d'ailleurs, c'est ça qui sauve la galaxie quelque part, c'est qu'il n'appartient à aucune école. Ouais, Et tout à fait, ouais. qu'il arrive donc à faire des embardées et récupérer son père au passage. Et il a des problèmes d'obéissance, Luke, par rapport au code du Jedi. Et Ahsoka, bon, elle a été créée par Lucas et par Filoni. Il y a l'idée de faire une nouvelle version de Luke, je trouve, hein, assez assumée. Hein. C'est-à-dire que on, on voit clairement qu'ils ont envie de réexploiter cette idée de la chic fille qui va découvrir tout ça et s'en prendre plein la figure, échouer plein de fois, remettre en question son apprentissage, toutes ces choses-là. Elle a le mérite, disons, d'avoir beaucoup plus d'épisodes pour elle, de traverser des moments d'histoire euh, que Luke n'a pas vécu. Tu vois, Luke, la rébellion, elle fait pas le figure comparé à la guerre des clones en termes
de longueur, en termes Ah bah oui, tout à fait. d'ampleur, en termes de tout ce que tu veux. Donc du coup, forcément, Ahsoka est quand même beaucoup plus développée pour moi, ce qui a parachevé cet attachement que j'ai pour elle, c'est vraiment, comme tu disais, le final de Clone Wars, cet épisode en 4 parties, qui en fait bah, une, une icône à la fois pacifiste et bienveillante, euh, hyper mélancolique. Et qu'est-ce que tu veux de ressentir d'autre face à une guerre, quoi? Ouais, bah oui, tout à fait. Et je pense que c'est là où. Alors, c'est assez marrant que tu fasses le parallèle avec Luke, parce que j'ai l'impression que les deux personnages ont culminé à quelques mois/années d'écart, parce que Ahsoka est revenue dans un premier temps dans Rebels, avant de revenir du coup dans cette saison 7 de Clone Wars, qui quelque part conclut son arc, mais un peu comme si on avait voyagé dans le temps. C'est assez étrange parce que je trouve que le personnage est vraiment devenu ce qu'il était censé être cette année, alors qu'on a déjà vu son avenir au moment où on découvre cette saison 7. Ce qui est assez bizarre, mais qui, du coup, je pense, parle en la faveur de Filoni et de sa capacité à écrire des personnages sur la longueur, et aussi la qualité qu'on retrouve chez Lucas. J'ai vraiment eu l'impression, en découvrant Luke dans The Last Jedi, puis Ahsoka dans ces deux séries, de voir émerger en fait une troisième voie qui est ni celle des Jedi ni celle des Sith, mais peut-être celle d'une effectivement encore une fois une voie en accord avec les valeurs de Lucas, qui est tu parlais de pacifisme tout à l'heure, un pacifique revendiqué, et quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Et c'est quand même assez fort que ce soit arrivé sous l'ère Disney, même si c'est deux personnages qui ont été créés par George Lucas, et même d'ailleurs plusieurs idées de The Last Jedi ou même The Force Awakens sur la question de Luke qui s'isole et qui apprend de ses erreurs à la dure, viennent de Lucas à l'époque où lui-même voulait réaliser ces épisodes 7 et 8. Donc c'est pas un hasard, mais c'est assez marrant que les personnages se rejoignent avec quelques années d'écart, quoi. Ah oui, je suis d'accord, mais tu crois pas que c'est aussi lié à l'époque? Parce que, tu vois, quand Lucas a imaginé tout ça, pendant la guerre du Vietnam, de se rendre compte que le monde est plus complexe que ce qu'on voulait bien vouloir en dire à l'époque du New Deal et toutes ces choses-là, avoir une vision un peu caricaturale des choses. Aujourd'hui, on y retombe à fond, hein. Le monde retombe dans cette caricature complètement stupide, manichéenne, et la modération semble être, je veux dire modération dans le comportement et dans l'idée, hein. La modération semble être une idée révolutionnaire Oui, tout à aujourd'hui. fait, ouais, c'est clair. À l'heure où on s'insulte sur les réseaux sociaux pour un film, Voilà, par exemple. la modération semble révolutionnaire. Je te rejoins là-dessus. Euh, et du coup, tu m'arrêtes si je vais trop loin, mais je voulais te demander aussi quels étaient un petit peu tes éléments iconiques préférés de la saga, que ce soit sabre, vaisseau, planète, en particulier, pardon, parce que tu es dessinateur, et que tu as sans doute des choses qui te plaisent pour leur simple design. C'est aussi mon cas parfois, mais Ah bah bien j'imagine sûr, que moi quand on a l'œil aussi développé que le tien, on peut mais non, mais je pense craquer. que tous les fans de Star Wars sont des fétichistes. Ça va avec ça va avec la passion de l'univers. Et donc ouais, bien sûr, ouais, ça fait partie du truc, hein. Tous les éléments sont évocateurs d'émotions. Et donc du coup, ils sont pas nécessairement esthétiquement, ils sont pas régis par des règles esthétiques pures. Mon sabre préféré, c'est celui de Luke dans le premier, parce que voilà, il est tout grossier, tout mal fichu, tout ça, mais j'adore. C'est le sabre de Luke, tu vois, c'est le premier sabre laser, euh, il a une symbolique forte, et quelque part pour moi ça définit le design Star Wars, qui est un peu de bric et de broc. Ouais, tout à fait. Donc c'est ouais, ce serait celui-là mon sabre préféré. Et après je me souviens plus de quoi d'autre tu m'as Oh, parlé. Ah oui, bah, c'est toi, c'est au choix, mais vas-y, dis-moi. bah, la planète préférée, on va dire. Ouais. Ça sera. Ah, c'est difficile quand même parce qu'elles sont toutes bien. Vraiment, il y a toujours des bonnes choses dans chaque endroit qu'ils explorent. Bon, Tatooine est le cas d'école, donc il est forcément dans le top 3.
Parce que c'était quand même une super idée de faire une planète de désert et une ville dans le désert et des gens qui habitent dans le désert pour un truc de SF, c'était quand même génial comme idée. Bon, évidemment, ça rappelle Dune, hein, mais dans ce contexte-là de space opéra et tout, c'est un peu inédit quand même. Parce que tu vois, Flash Gordon, qui était son influence principale, au contraire, c'est des richesses de décors avec des cités en flèche, avec une esthétique chromée, avec donc ça se posait quand même vraiment en contradiction avec son influence principale. Et, Ouais, c'est beaucoup plus dénudé et ah ouais, dénué c'est Roots, de ouais. détails, quoi. Ouais, ouais. Et certainement pour des raisons pratiques, hein, mais du coup, ça a créé ça a renforcé ce côté western euh, que reprend complètement Favreau sur Mandalorian. Et du coup, bon, bah voilà quoi. Donc, ouais, Tatooine serait probablement. Mais après, j'aime bien Naboo aussi pour d'autres raisons, parce que justement, ça prend le contre-pied total. Et je trouve que c'est intéressant aussi de montrer qu'il y a des choses, des planètes totalement aristocratiques, qui sortent quasiment de la Renaissance et qui ont Mhm. une opulence dans le visuel et euh, qui qui devient scénaristique parce que c'est indécent pour Anakin, tu vois, Ouais, dans bien cet sûr. endroit-là. Donc je trouve ça intéressant. Puis on a tous envie de vivre à Naboo, quoi, quitte à choisir une planète, ou Oui, peut-être voilà, c'est ça. peut-être Alderaan, mais c'est... On le voit pas beaucoup. Alors, dans quoi on le Ouais, c'est voit ça. Alderaan? On le voit. À la fin de la revanche des Sith, en fait, quand Ah oui, bébé exactement. Leia est Ouais, apporté à sa famille d'adoption. absolument. Bah, c'est la Suisse. Voilà, c'est ça, à peu près. Oui, oui, c'est vrai. Ça a l'air sympa. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme fétichisme? Les vaisseaux, évidemment. Ouais. T'es quelqu'un de très vaisseau, parce qu'il y a des gens à qui ça parle pas du tout, cet aspect-là de Star Wars. Alors moi, je sais que j'ai Ah grandi si, oh là là. avec cette idée que je deviendrais un jour un pilote de X-Wing, et j'ai toujours une partie de moi qui y L'espoir. pense. Peut-être un jour, hein, qui sait. Non, mais c'est vrai que mon fétichisme, pour moi, ça serait vraiment les vaisseaux. Et si je devais me passer d'un élément de langage Star Wars, je jetterais les sabres avant de jeter les vaisseaux, ça c'est sûr et certain. Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Ben, à plus d'un titre, il y a le côté pilote de chasse, comme tu viens de le dire, qui est super tripant. Mais aussi le côté maison, tu vois, parce que ça c'était vachement C'est bien ça, ouais. qui développait le Faucon, c'est vraiment l'appart d'Han Solo, ils y vivent, t'as un côté utérin, c'est super rassurant quand t'es gamin. Il se passe plein de trucs catastrophiques autour, mais quand ils sont dedans, voilà, ils sont en sécurité, tu vois. Mhm. Et ils le reprennent vachement quand tu joues aux jeux vidéo Star Wars. T'as un pied total à prendre ton vaisseau et emballer tes personnages et partir et faire des tâches dans ton vaisseau. Enfin, ce genre de truc, c'est toujours hyper trippant pour moi. Ouais, non, c'est sûr, on partage ce même amour. Mais après, il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a l'esthétique des croiseurs impériaux. C'est- c'est- je trouve ça, encore une fois, c'est scénaristique, quoi. L'esthétique plastique et épurée de l'Empire face à la bidouillerie mécanique de la rébellion, ça parle complètement d'une époque. L'époque des années 70 qu'a vécu Lucas, tu vois. Il y avait vraiment la, la tyrannie de la technologie, c'est quelque chose dont on parle tout le temps dans Star Wars. Enfin, je veux dire, de manière allégorique, tu vois, mais c'est une allégorie de la tyrannie technologique de notre monde. La pureté du design et qui devient synonyme de la consommation. Là où les autres c'est Cuba, quoi. Oui, c'est Les ça. rebelles, ils sont en train de rebidouiller des vieilles bagnoles parce qu'il faut que ça dure et il y a que voilà, il y a que le résultat qui compte, quoi. On va pas se... Et tu retrouves plein de trucs, tu retrouves le nazisme avec leur esthétisme démesuré qui marche, hein. Ça Mhm. marche super bien ces trucs-là pour emballer du simplet. Donc voilà, tout ça, mais quelque part, c'est hyper intéressant, quoi, parce que t'arrives à avoir visuellement déjà ce sentiment-là avant d'avoir l'histoire qui. C'est autant de choses qui te sera racontées dans les premières secondes d'un film que t'as pas besoin de développer dans l'histoire. Ouais, clairement. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant ces vaisseaux, parce que au-delà de leur pur design et de leurs courbes souvent délicieuses, il y a vraiment une histoire et une utilité
comme tu le disais, scénaristique à tous ces différents engins. Moi, je sais que j'étais totalement, parce que tu disais, pour appâter le simplet, mais aussi, c'est peut-être l'un des messages les plus forts de Star Wars, mais aussi les enfants, quelque part, je trouve qu'il y a un truc super rassurant dans les designs symétriques de l'Empire. Et moi, je voulais pas monter dans un X-Wing, ça me faisait peur, quoi. Et aujourd'hui, je vois très bien ce qu'il représente, quoi. Une espèce de folle liberté. C'est ça le briquet de broc, au final, c'est toutes ces Et- expériences que tu as accumulées. Bien sûr, la liberté est forcément chaotique, hein, de toute façon. Il faut qu'elle le soit un peu, sinon ce serait pas vraiment la liberté, Bah ouais. paraît-il. Mais après, bon, voilà, l'esthétique de l'Empire, elle est géniale, quoi. Ouais, non, C'est mais vraiment, ça passe par les lumières dans les vaisseaux, tu vois, enfin, ces motifs-là de ronds et de barres, tous ces trucs-là, il y a vraiment des codes graphiques qui sont des trouvailles, des pures trouvailles. Ouais, c'est d'une simplicité en plus à toute épreuve. Enfin, je ne suis pas dessinateur, en tout cas pas encore. Mais je me souviens dessiner mes tailles et mes Star Destroyer sans trop souffrir quand j'étais à l'école. Donc, c'est dire si ces designs, même simplifiés à l'extrême, restent gravés en mémoire, quoi. Bah ouais, ouais. Mais c'est ça qui est amusant avec quand tu compares Star Wars et Star Trek, quelque part, c'est que Star Trek reprend on va dire le style le mode de vie, la hiérarchie, tout ça de ce qu'on connaît dans l'univers militaire, mais pas du tout l'esthétique. Mhm. Ils sont tous en pyjama et dans des vaisseaux avec des courbes, c'est très rond, c'est très généreux, c'est tout ce que tu veux. Alors que Star Wars reprend pas du tout ce réalisme-là militariste, mais par contre l'esthétique est hyper indus. Tu vois, tu Mhm. reconnais vraiment les bateaux de guerre, les destroyers et tout. Et je trouve que ce contraste m'a toujours beaucoup amusé. Et t'as toujours été plus Star Wars que Star Trek? Ou tu es secrètement plus Star Trek et je ne savais pas? Non, non, bon, je suis plus rien du tout. Star Oui, Trek, on n'a pas à choisir, hein. oui, voilà, c'est ça. Je regardais ça quand j'étais gamin, Star Trek, la série originale. Bon, ça fait partie de mon enfance, ça m'a jamais. Je trouvais ça marrant, tu vois, mais ça m'a jamais bouleversé. J'ai découvert ça vraiment avec Next Generation et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, même beaucoup plus récemment. Donc Star Trek est moins. J'ai un attachement beaucoup moins sentimental, même si j'adore la philosophie et que j'en suis vraiment un gros fan maintenant, mais ça aura jamais la même application émotionnelle pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, justement, toi qui me semble en tout cas un petit peu moins investi depuis l'ère Disney, est-ce que tu vois quelque chose qui manquerait à Star Wars et qui potentiellement pourrait peut-être te faire revenir? Ah, T'es jamais très loin, mais une vision d'ensemble. une vision d'ensemble? Bah, ça manque un petit peu d'une vision d'ensemble. Enfin, surtout la nouvelle trilogie, elle manquait cruellement d'une vision d'ensemble. À part ça, non, après, tu vois, j'ai beaucoup aimé Rogue One. euh, j'ai adoré Mandalorian. Pourquoi d'ailleurs t'as aimé les deux, si t'as quelques minutes pour nous le dire? Rogue One, j'ai trouvé que ça magnifiait totalement la trilogie ouais, originale. Mhm. Je trouve que c'est un apport brillant, en fait, puisque ça ne l'endommage en rien, et au contraire, ça apporte une dimension dramatique au début du film, qui est, bon, au niveau de nos standards actuels, beaucoup plus récent. Le début de l'épisode 4 est un peu mou, tu vois. Bah, à l'époque, c'était hystérique, mais pour aujourd'hui, ça commence doucettement. Ouais, clairement. Euh, mais si tu mets Rogue One avant, par contre, t'as une boule dans la gorge, quoi. Quand Mhm. tu sais comment ils en sont arrivés là, ça prend une autre. Et j'aime bien dans Rogue One, il y a plein de choses que j'aime bien qui sont liées à l'accident de création, parce que je sais que ça a été très chaotique. Mais Oui. justement, ça me déplaît pas que les personnages ne soient pas développés de manière standard. C'est ce qui me déplaît beaucoup dans les productions actuelles, surtout Netflix et tout, où tu vois vraiment qu'il y a une façon hyper stéréotypée de développer des personnages, de te montrer leur origine, de te dire qui ils sont, d'où ils viennent et tout. Et en fait, dans Rogue One, il y a carrément rien à branler de tout ça, que je trouve hyper libérateur. Et je sais que c'est de l'accident, hein, je sais que c'est pas bien maîtrisé, que c'est quelque part, il y a plein de gens qui s'en sont plaints, tu vois. Mais je sais même pas si c'est un accident parce que quand tu connais un petit peu ce qu'a fait Gareth Edwards à côté, Ouais. c'est un mec que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de sympathie. J'ai même eu la chance de le rencontrer.
c'est quelqu'un qui a un profil très Lucas, quoi. C'est vraiment un mec qui communique vraiment de manière visuelle, qui a su bien s'entourer, aime diriger un petit peu son navire en touchant un peu à tout. C'est un gars qui vient des effets spéciaux, mais son premier film Monsters, il faisait tout, le montage, le tournage, c'était quasiment un tournage guérilla dans des endroits où ils n'avaient pas le droit de filmer, etc. Et pourtant, c'est pas un mec qui a l'air fondamentalement intéressé par les gens eux-mêmes, en fait. Tu vois, c'est. Mais Mais, moi, c'est ça qui m'a plu. mais du coup, voilà, c'est pour ça que je me dis c'est peut-être pas accidentel. Tu vois, au final, ils ont peut-être joué sur ça en se disant, bah, de Ah toute bah façon, écoute, c'est la alors guerre, là, et dans la guerre, les gens disparaissent. mais c'est exactement ça. Alors le Et, chapeau, hein, si c'est vraiment maîtrisé et voulu. bah, je sais pas, C'est- après, c'est toujours le problème qu'on a avec le Star Wars sous l'ère Disney, c'est que souvent, moi, je vois très bien pourquoi Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, choisit Gareth Edwards pour faire un film de guerre sur Star Wars. ouais. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on va pas jusqu'au bout des choses. Alors, ça a été un peu chaotique sur Rogue One, ça s'est très mal passé sur Solo, mais tu vois, moi, je vois très bien pourquoi tu prends Lord et Miller pour Solo. Par contre, j'ai un peu de mal à voir pourquoi, quand tu te rends compte du résultat final, tu te dis, ah merde, en fait, on peut pas faire ça avec Star Wars. Tu dis oui, mais dans ce cas-là, il faut pas engager ce genre de profil en fait, parce que typiquement un Gareth Edwards, bah, il va faire du Gareth Edwards, même si c'est Star Wars et même s'il est fan, même si c'est le film qui lui a donné envie de faire du cinéma. Je pense que c'est un mec qui, enfin voilà, il a cité Apocalypse Now, il a parlé de la peur de l'arme nucléaire. C'est quand même des références et des citations qui me laissent à penser qu'il est moins intéressé par Jyn Erso que par le conflit dans lequel elle est lessivée en fait. Eh ben, c'est ça qui est génial parce que c'est vraiment le propos du film, c'est des petits personnages face à la grande histoire. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. C'est la grande histoire dans le sens, voilà, un moment historique pour la galaxie et ils en sont des petits intervenants qui s'avéreront être, évidemment, la mission s'avérera être capitale, mais quelque part ils en sont presque pas conscients et ils n'en sont conscients qu'à la toute fin, au moment où ils décident de se sacrifier vraiment. Et c'est vrai que ça renoue avec une, on va dire, des plus anciens films, tu vois, des westerns ou des trucs comme ça, où en effet il y avait un désir moins narcissique de te faire de te gaver de persos et de leurs sentiments et de leurs petits problèmes perso et Mhm. c'était quand même moins dans l'air du temps. Aujourd'hui, moi j'en suis vraiment à un écœurement total quoi de ça, hein. Bah, je pense que, alors sans vouloir non plus jeter des pierres à une seule personne en particulier, mais quand on est forcément habitué au modèle qui est défendu par Marvel Studios, et c'est un modèle où la moindre interaction entre les personnages quelque part doit compter, quoi. Donc tu t'es habitué à connaître toutes les facettes des personnages et que tous les choix qu'ils fassent doivent compter dans la fameuse grande histoire en fait. C'est l'infiniment petit qui doit nourrir l'infiniment Ouais. grand, alors que Rogue One c'est juste l'infiniment petit qui se fait marcher Oui, dessus, enfin broyer je par vois ce que tu l'infiniment veux grand. dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est la version gentille quand même, ce que tu dis, parce que Ouais, la, ver- j'essaie la- d'être un petit peu poli. la version moins gentille, c'est que je trouve que on fait des personnages bêtifiés pour pouvoir, pour que tous les crétins de la Terre puissent s'identifier et reproduire leurs répliques et reproduire leur comportement à deux balles. Et ça, on est dans le gimmick et dans le. Je parle pas de Star Wars nécessairement, hein, je parle globalement dans l'industrie actuellement, quoi. Et c'est pour appâter le narcissique de base, tu vois. Et comme voilà, les réseaux sociaux nous ont quand même tous beaucoup plus rendus narcissiques qu'on l'était avant, je trouve qu'il y a vraiment une course en avant vers ça. C'est pour ça que j'étais content d'avoir un film qui s'éloignait qui éloignait la caméra du perso un petit peu pour montrer un peu la grande histoire. Et je trouvais que c'était assez rafraîchissant. En revanche, Solo, bah, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux enfin, le problème, c'est que c'est Solo, quoi. Ouais. Et je pense que Lord et Miller, ils se sont dit, ben, on va continuer Solo, on va continuer à le construire. Et il y a eu dû avoir un gros problème, Oui, oui, parce que c'est pas ce bah qu'ils voulaient, à mon avis. il y a eu plus d'un gros problème, on imagine, mais moi, ça m'est apparu il y a quelques mois en faisant pas mal de recherches, et c'est forcément des sujets qui me passionnent et qui, encore une fois, nous incitent à revenir sur ces films. Et vous avez le droit de les aimer, chers auditeurs et auditrices, il y a pas de mal, on ne jette la pierre à personne, mais très clairement, moi, je pense que Lord et Miller, si tu fais un petit peu le bilan de leurs films, c'est toujours des films qui prennent en héros quelqu'un qui est en gros un loser un peu magnifique, quoi. Et Solo, quelque part, c'est ce personnage-là, sauf qu'entre-temps, il y a 40 ans de fanboyisme qui sont passés sur ce personnage et qui fait qu'il est si important dans The Force Awakens, qui ne peut pas vraiment être écorché. Ah, Il c'est ça le y a un problème. mythe auquel on n'a pas osé toucher. C'est presque un miracle, quelque part, que Ryan Johnson ait pu le faire
sur Luke Skywalker, parce que moi, quand j'engage Lord et Miller pour Solo, très clairement, moi, je leur donne carte blanche et je leur dis, ouais, bah, inventez-moi que Solo, c'est pas vraiment son nom de famille, et quelque part casser complètement le mythe jusqu'au bout, parce que vous allez quand même montrer que fondamentalement, c'est un mec un peu nul, mais qu'il a fait les bons choix, quoi. Et c'est un peu la morale de Han Solo, si tu synthétises son arc dans le tout premier Star Wars, mais Ben ça aurait oui, été oui, oui. intéressant de le voir plus jeune, et au final, ce qu'ils ont fait, c'est un peu l'inverse, c'est de dire rétroactivement, il a toujours été gentil. Alors que moi, j'aurais Ah beaucoup ouais, non, aimé ça c'était voir. la grosse erreur, ouais. Ouais, ouais, je trouve que c'est une énorme erreur, et de la part de Lawrence Kasdan, je m'y attendais pas, et de son fils d'ailleurs. Mais non, j'avais vraiment l'impression que ouais, il s'était entendu sur le scénario, mais il l'avait pas compris pareil. Pour faire simple. Je suis complètement d'accord avec toi, le Solo, surtout dans le premier film, il est inquiétant, et on a complètement perdu cette dimension-là, et c'est très regrettable. Effectivement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans Mandalorian, pour revenir sur des choses peut-être plus positives? Bah ça justement, tu vois, j'aurais adoré que Solo soit traité de la même façon que Mandalorian, c'est-à-dire un personnage à la moralité trouble, et mais qui te surprend bah, dès le premier. Enfin, cette relation avec l'enfant arrive comme un cheveu sur la soupe. Tu, tu vois, ils te mettent toute la première partie de l'épisode à en faire un gros bâtard qui en a rien à foutre de tout, sauf du code. Tout ça pour que la conclusion de l'épisode, ça soit grosse violation de tout ce en quoi il croit et de son attitude générale. Et je trouvais que c'était hyper réussi. Et du coup, toute la série sera connotée de cette anomalie-là. C'est-à-dire que le personnage continue à être badass, il continue à être tout ce que tu veux, mais il y a une anomalie. Il y a une anomalie dans sa façon de s'être attaché à ce gamin. Et puis même pas qu'un peu, tu vois, parce qu'il est. Un Tu père sens. par procuration, quoi. Ouais, bah, même plus que ça, parce que tu vois, un père, il est mu par des motivations quasiment personnelles de protéger son enfant. Lui, c'est encore plus désintéressé, c'est beau, quoi. C'est juste super beau. Et tu retrouves ça dans des vieux persos de western classiques, où les mecs sont des grosses brutes et antipathiques et tout ce que tu veux, et ils sortent un sentiment que tu as vu venir de nulle part, qui est vachement plus noble que tous les autres persos dits normaux en face. C'est ça on va dire qui en fait instantanément une icône de ce personnage. Il devient un personnage classique instantanément. T'as l'impression de l'avoir toujours connu. C'est Lone Wolf and Cub, c'est tout quoi. C'est tout ce genre de perso super euh, dysfonctionnel. Du coup, j'imagine que t'attends beaucoup la saison 2, surtout si la Ouais. rumeur sur le retour d'Ahsoka, en tout cas Toi, son c'est vrai. arrivée. Bah, j'ai envie d'y croire, connaissant l'ami Dave Filoni, mais je ne sais pas. Après, je pense que ça serait cohérent de voir The Mandalorian se transformer en un troisième chapitre d'une trilogie Filoni, qui glisse doucement vers bah, ce peuple mandalorien Eh oui, bah et oui. sa destinée, qui est forcément bah, déjà au cœur de Clone Wars, un peu moins au centre de Rebels, même si on a Sabine. Et forcément là, avec du Oh oui, coup... non, quand même, je trouve que dans Rebels, quand même, il y a plusieurs. Bah, il y a l'épisode qui se passe avec sa mère et tout ça, Ouais, là. ouais, Sur ça arrive un Mandalore. peu plus tard, tu vois, genre que par rapport à Clone Wars, mais c'est effectivement, enfin c'est là où je trouve on doit reconnaître du génie à Filoni, parce que Ouais. je sais pas à quel moment il décide, on parlait de vision globale tout à l'heure, de dire ouais, en fait ce qui m'intéresse c'est les Mandaloriens, et des fois j'ai l'impression il cache des histoires dans des histoires au cas où un jour il puisse faire tu vois, ce fameux siège de Mandalore qu'il a pas pu faire jusqu'à la Ouais, saison bah ouais, 7, on attend tous, hein. etc., etc. Et du coup, il avance comme ça en semant des graines, mais généralement, plus on en sème, plus on en oublie, quoi. J'ai tendance à croire que ça fonctionne comme ça. Et lui, non. Donc en fait, je serais même pas étonné d'arriver dans une saison 2 qui a presque rien à voir avec la saison précédente, et qu'on nous dise oui, bon, l'enfant il est mignon, il est toujours là, mais au final c'est pas vraiment son origine à lui qu'on va chercher, c'est celle des Mandaloriens. Et forcément, dans cette histoire là, dans cette grande histoire là, la petite ou plutôt gigantesque histoire d'Ahsoka, parce que c'est un personnage qui bah, du coup automatiquement aurait traversé les trois époques de Star Wars, forcément elle a un rôle à jouer, donc c'est super intéressant, c'est super excitant comme rumeur, et je pense que si ça n'a pas été démenti depuis, c'est sans doute parce que c'est vrai. Après, j'ai très peur aussi d'imaginer Ahsoka sous les traits de Rosario Dawson, ou de d'ailleurs n'importe qui d'autre en live action, puisque c'est forcément
le plus gros point d'interrogation pour moi, c'est est-ce que ce personnage va marcher aussi bien qu'il marchait en animation une fois devant une caméra. Mais bon, on va pas se mentir, si une boîte a les moyens de faire tourner ce personnage en live action, c'est bien ILM et Lucasfilm, quoi. Ouais, je pense aussi. Je pense que et puis surtout vu à quel point ça lui tient à cœur, Filoni il va pas. S'il se rate sur un perso, ce sera pas Ahsoka à mon avis. Enfin, j'espère. Mais après, je pense que tu as raison hein, sur les Mandaloriens parce que c'est vrai que le final avec qui nous ressortent le sabre mandalorien là, c'est finir la série sur ça. Je pense que c'est quand même annonciateur d'une intention de repartir sur la mythologie des Mandaloriens plus que sur le côté western qu'il y avait dans la première saison. Ouais, je pense que c'est là où au final il s'entend bien avec Favreau, c'est-à-dire qu'il y en a un qui était très sur l'idée du western et au final ça Ouais. sert ce propos plus vaste qui est celui des Mandaloriens. Et ça veut pas dire non plus qu'on est à l'abri d'avoir ce même design un petit peu aride dans les saisons suivantes, même si moi j'aimerais beaucoup voir ce Mandalorian exploser son budget et partir dans un total space opéra beaucoup trop cher pour exister, Bah écoute, mais je pense que tout le monde s'est abonné à Disney Plus pour voir Mandalorian, donc s'il y a une série dont le budget n'est pas inquiété, à mon avis, c'est celle-là. Hein. j'ose espérer qu'ils mettront les petits plats dans les grands, effectivement. Mais après, c'est Et vrai qu'Ahsoka était un personnage clé aussi dans le sort de Mandalore, puisqu'elle a justement c'est elle qui part avec. Alors je me souviens plus comment elle s'appelle. Bo-Katan. Oui. Et donc qui mène la révolution contre Darth Maul. Ça termine la guerre des clones quand même, hein, cette guerre civile sur Mandalore. Donc le fait qu'ils nous ressortent le sabre historique de Mandalore, qu'on évoque un peu plus l'héritage et que des rumeurs disent qu'Ahsoka revient, bon, tout ça me semble très cohérent. Donc, Ouais, tout à fait. Bah, c'est tellement cohérent qu'il y a même des gens qui imaginent, puisqu'on a aussi des rumeurs de retour de Boba Fett, de retour de Rex. ouais. Enfin, tu vois, finalement, ça s'empile hyper rapidement. Ah putain, Et s'il y a Rex, alors là, ça va être l'orgasme. ouais, bah ouais, j'aimerais beaucoup voir ça aussi. Mais encore une fois, c'est des personnages qui ont tellement été, en tout cas dans ma tête, vraiment, genre, ça s'est cimenté, tu vois, dans mon esprit, la voix, les mimiques de ces personnages. Alors, j'entends qu'un acteur est capable, peu importe sa trempe, est capable d'imiter tout ça ou même de créer quelque chose de tout à fait satisfaisant. Mais j'aurais toujours quelque chose qui me rappelle à l'interprétation des doubleurs originaux, quoi. Je pense que je vais pas pouvoir passer ce cap. Après, je serais ravi d'avoir tort, mais réponse très bientôt, sans doute d'ici l'automne. Là, on Bah, en saura un peu j'espère. Ouais, plus. j'espère qu'ils vont pas trop tout spoiler avant. Ouais, ça serait cool. Après, pour le coup, la promo du premier Mandalorian, alors on savait à peu près rien de la série, mais je trouve était assez mensongère par rapport à ce qu'est la série. Donc je me dis que, bon, très clairement, le reveal de Ahsoka, ils vont pas pouvoir le cacher, je ne pense pas. Et je pense qu'au contraire, ça sera peut-être l'outil promotionnel numéro un. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire, donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises. Et notamment d'un changement de trajectoire, même si certains m'ont toujours défendu l'idée que ce serait une série sur les Mandaloriens au global. Moi, c'est vrai que après la première saison, il y avait quand même quelques indices, mais j'étais loin d'imaginer qu'on puisse faire revenir Ahsoka et tout l'arc narratif de Mandalore dans la série. En tout cas, pas de sitôt, quoi, parce que généralement, Filoni, comme il l'a montré avec les dernières saisons de Clone Wars, prend son temps. Mais bon, si ça s'accélère et que la qualité est maintenue, pourquoi pas, hein. Et tu crois qu'ils vont enchaîner avec les séries? Parce qu'ils avaient fait des annonces sur une série Darth Vader et une série Obi-Wan. Qu'est-ce qu'ils avaient dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a Obi-Wan et Cassian Andor qui sont officiellement en production. Et le reste n'a jamais été confirmé. Donc, ma foi, on peut s'attendre à retrouver Evan McGregor, ça, on le sait. Et on sait qu'on va avoir une série qui à base d'espionnage, même si elle a connu comme la série Obi-Wan pas mal de problèmes. Donc c'est assez marrant, c'est qu'au final, à chaque fois qu'on parle d'un spin-off, bah, ça coince un petit peu. Même quand on est sur le petit écran. Donc j'ai pas plus d'infos que toi, malheureusement. J'aimerais bien être un scooper et tout savoir, mais j'attends avec impatience ces deux séries, même si de mon point de vue, c'est celle sur Cassian Andor et potentiellement la perspective de d'écorcher ou en tout cas d'enquêter sur la rébellion et son quotidien m'intéresse plus que le quotidien d'Obi-Wan
coincé sur Tatooine, mais qui sait. Toi, qu'est-ce qui te chauffe le plus d'ailleurs? Ou qu'est-ce qui te chaufferait le plus si tu pouvais, si tu étais patron de Star Wars, qu'est-ce que tu lancerais en série? Ah, bah, déjà, je pense que je donnerais carte blanche à Filoni D'accord. sur un peu tout. je, je le nommerais superviseur de tout. Bah, les rumeurs laissent à penser que Lucasfilm va évoluer vers une sorte de management un peu plus collégial et que Filoni aura un grand rôle à jouer dans ce conseil Jedi. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein, parce que il a clairement compris le ton et le message de Lucas. Et après, bah, moi, je pense que j'aurais pu être excité par Obi-Wan, mais c'est vrai que il y a tellement de choses qui ont été faites depuis, notamment dans Rebels, l'épisode Mhm. où Darth Maul retrouve Obi-Wan, je trouve fantastique. Il est magnifique, hein, c'est vraiment la conclusion de cette relation. Et je trouve qu'ils ont poussé le vice jusqu'à même le faire se battre de manière minimaliste pour, pour, euh, pour être raccord avec Alec Guinness, tu vois. Ouais, c'est vraiment anticlimatique hein, comme Ah ouais, résolution. mais ça marche, je trouve, tu vois, dans la retenue, dans le geste, c'est très art martial. Et cette façon qu'il a de rattraper la tête avant qu'elle tombe et tout, enfin de le rattraper avant qu'il tombe, très, très bienveillant, très doux. Je trouvais ça vraiment beau, quoi. Et bon, ben, voilà, on sait qu'il a attendu, qu'il a surveillé Luke, on sait que. Alors je sais pas, peut-être qu'ils vont faire ça à plusieurs époques, non? Peut-être que ça va pas Bah, forcément être. ouais, j'imagine que ce serait un bon moyen de sortir un peu de Tatooine en amenant du flashback, voire même peut-être entre guillemets du flash forward et essayer de rejouer des scènes ou imaginer d'autres choses Ouais, ouais. en faisant revenir pourquoi pas des acteurs de la prélogie, mais j'ai du mal quand même à m'enthousiasmer à l'idée, tu vois, d'une espèce de rétrospective ou de plonger dans les souvenirs d'Obi-Wan. Ok, c'est cool, tu vois, mais moi, c'est pas un personnage qui me parle outre mesure. En tout Ah, cas, alors pas. moi je suis pas d'accord. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'adore même. Battons-nous. Mais par Oui. contre, non, je suis d'accord avec toi, c'est pas un personnage qu'on doit incarner. Mhm. C'est pas un personnage qui doit être. On doit pas voir à travers ce personnage-là. Il a un rôle essentiel, une fonction critique. Je trouve que c'est même assez beau hein, la façon dont il essaye d'être juste avec Anakin et qu'il essaye de lui être fidèle jusqu'à la fin. Je trouve ça assez bien. Euh, et puis il a un côté très humain, tu vois, à être plus baroudeur et tout ce que tu veux. Moi j'aime vraiment le personnage, mais par contre c'est pas le héros. Ce serait, je pense, une erreur. C'est un personnage de toile de fond qui est l'incarnation de quelque chose, pas le personnifier trop, le rendre trop anecdotique serait certainement une erreur. Oui, je pense aussi, et c'est pour ça que je garde un petit peu mes distances, ma foi, avec ce projet-là, même si la perspective de faire une espèce de série en huis clos peut être tout à fait alléchante. Et moi, je trouve que là où Mandalorian a été très timide, c'est dans son utilisation comment dire, du média lui-même, de la série télé. Je trouve que d'un côté, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant de se dire qu'il peut avoir des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'épisode précédent et que ça paraît quand même sur un rythme hebdomadaire plutôt que de tout balancer d'un coup et de forcer les gens à binger et d'oublier la série en quelques semaines ou quelques jours même. Tout ça, j'ai beaucoup apprécié, mais d'un autre côté, je m'attendais vraiment à ce que, surtout avec Filoni derrière le projet, en partie avec Favreau, je m'attendais vraiment à ce que Mandalorian joue un peu plus du format sériel en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu. J'ai été un peu con parce que quelque part, il y a un gars qui vient de l'animation et l'autre qui vient du cinéma. Donc, c'était pas forcément les showrunners, on va dire, les plus prédestinés à faire quelque chose de très sériel et de faire des exercices de style comme on peut en avoir dans les grandes séries de ces 10 dernières années. Et je pense très clairement qu'un Cassian Endor ou même un Obi-Wan pourra plus facilement jouer sur les forces de ce média-là. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, je suis impressionné par l'optimisme que tu as encore et les attentes que tu as par rapport au format série télé. Moi, je suis un peu plus déçu par les dernières itérations Enfin bon, non, j'exagère, j'ai aimé quelques trucs quand même, mais Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé pour qu'on saisisse un peu mieux? bon, les séries récentes que j'ai aimées, The Boys, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ouais, ouais, moi aussi Et j'ai adoré. Umbrella Academy, la saison 1 un peu moyen, la saison 2 un peu plus.
Donc je trouvais quand même qu'il y avait des choses intéressantes, mais après, Picard m'a beaucoup déçu. D'accord. Enfin, et encore et moins que Discovery. Discovery m'a encore plus déçu. Mais après, c'est peut-être Euh, parce que j'ai pas d'affinité particulière avec le format de série télé, contrairement à notre ami commun Manu Manu, que ouais, je c'est salue. sûr. Je consomme pas autant que lui, donc j'arrive pas, tu vois, encore à avoir cette espèce de déformation professionnelle en mode putain, je regarde quand même beaucoup de trucs nuls Ouais, je vois ce que tu veux dire. où je vois l'industrie aller dans le mur. Donc je garde Non, mes moi, je distances. j'irai pas jusque-là quand même, mais j'ai du mal à supporter la dilution. Tu vois, de ces trucs où il se passe plus rien. Tu vois, le format Netflix a vraiment créé un changement dans la donne, quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire que l'épisode n'est plus une entité, c'est vraiment devenu qu'un tout petit chapitre qui va rester un statu quo. Alors, si vraiment il viole le statu quo dans un seul épisode, c'est champagne. Mais généralement, c'est ça. Ça va être, ouais, je vois ce t'as que tu veux compris dire. dès les premières secondes que l'épisode ça va être ça, et rien ne va te détromper jusqu'à la fin de l'épisode. Et c'est un peu c'est les séries Marvel, tous les plus quoi. J'en peux plus de ce nouveau format hyper stéréotypé. Ouais, mais je pense qu'on est en attente quand même de nouvelles, ouais, comme tu dis, de nouveaux formats et puis aussi juste de surprises, de prise de risque Ouais, et ouais, ouais. forcément à l'heure où il sort 2 ou 3 séries par semaine sur Netflix et que tous les épisodes sont disponibles d'un coup. Bah oui. Moi, je trouve on autorise limite même plus les gens à prendre un petit peu du recul nécessaire pour apprécier des fois les séries. Moi, je prends un autre exemple et on sort du cadre de Star Wars, mais je sais que la première saison de Mindhunter, disponible sur Netflix, une série de David Fincher qui se consacre un petit peu à l'étude de la création du mot et du profil des serial killers avant qu'on connaisse cette expression-là. C'est une série que j'ai regardée vraiment sur le long cours. Ça m'a pris plusieurs mois à la terminer, déjà parce que le sujet est assez dur, l'ambiance David Fincher oblige est un peu pesante aussi, et que j'ai apprécié vraiment sur le long terme en fait. Et je pense que si je l'aime autant, c'est sans doute parce que je ne l'ai pas regardé comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai regardé les 8 ou 10 épisodes, je sais plus combien dans la saison 1, d'un coup, c'est ouf, mais j'ai préféré la saison 1 à la saison 1, ou ouais, de toute façon, je suis passé à telle autre série par la suite. C'est vraiment un truc qui est resté avec moi et limite, j'ai pas envie que du coup, la consommation d'une série, qu'elle soit Star Wars ou non, devienne une sorte d'activité du jour à base de ce soir je fais une nuit blanche pour terminer Oui. Daredevil saison 14 ou Boba Fett saison 13. J'ai juste envie de me dire que bah ouais, s'il y a un format épisodique, faut que ça me raconte quelque chose chaque semaine, mais aussi que ça s'inscrive dans un tout, ou au contraire faire le choix de pas s'inscrire dans un tout, mais de m'éclater la rétine ou le cerveau chaque semaine, parce que chaque semaine c'est plus cool que la semaine précédente, quoi. Et en cela, je retrouve un peu l'opposition qu'on peut avoir entre le Clone Wars de Tartakovsky, qui lui est vachement comme ça dans le one shot, et des successions de one shot toujours plus incroyables, et Filoni qui est beaucoup plus un diesel, quoi, sur la durée, et il chauffe, et quand ça explose c'est spectaculaire. Mais j'ai envie de garder un peu d'optimisme, c'est sûr. Oui, 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 non, non, mais tu as raison, t'as absolument raison, hein. J'essaye, Paul. Ne casse pas tout. Mais après, bon, moi, c'est ce que j'aime aussi dans Clone Wars, hein, que tous les épisodes ne soient pas égaux et que ça puisse démarrer. C'est comme une peinture, tu vois, bien sûr que tu vas retenir que les tons les plus criards et les plus vifs et les plus forts, mais toutes les touches sont importantes, même celles qui sont dans les fonds, celles qui sont en mi-teinte, tu vois. Et Clone Wars, au final, ce que tu en gardes, c'est une vision de tout, même l'épisode avec les droïdes. Ouais, tout à fait, clairement. Et puis, même ces épisodes-là, parfois, ont une touche de poésie ou de lyrisme qui, moi, personnellement, me laisse pas indifférent. Ça a été dur, mine de rien, de faire cet article sur les meilleurs épisodes, parce que des fois, j'étais là, je sais que c'est fondamentalement pas l'un des meilleurs épisodes, mais il y a Bah ce oui. truc que j'aime énormément, qui mériterait presque que j'écrive un petit paragraphe, juste pour piéger les gens quelque part à regarder. C'est ça les meilleurs articles, Thibaut. C'est à ça que Ok. ça sert. Mais c'est vrai, c'est à ça que ça sert. C'est dénicher des choses qui ne sont pas faciles à distinguer du premier regard. Il faut qu'il y ait des gens pour pointer du doigt et pour décoder. Parce que sinon, on va vivre dans un monde de stéréotypes et de formules.
Oui, oui, bah, c'est ce qu'on essaye forcément à bord de l'Outrider de défendre aussi, et même dans une saga aussi pointue et aussi balisée que Star Wars, et encore plus sous l'ère Disney, parce que bon, forcément, on s'inquiète toujours de l'hégémonie d'une puissance pareille sur l'entertainment et d'ailleurs au-delà, mais on a encore envie de croire qu'il y a des artistes et aussi des techniciens qui ont des belles histoires à nous raconter ou des innovations à nous présenter. Donc ça sera toujours ce qu'on défend ici à bord de ce podcast. Et j'espère que tu l'auras compris. Et je sais que tu l'as compris, mais j'espère que les gens qui ne connaissent pas encore ton travail, ou en tout cas qui ne connaissent pas ta vision de Star Wars, puisque j'imagine que c'est peut-être la première fois que tu peux te pencher sur le sujet comme ça dans un podcast. Bah ouais. Mais j'espère que les gens auront un peu plus compris le personnage Paul Renault au sein de la galaxie Star Wars. À quoi tu ressemblerais dans la galaxie Star Wars? Tu serais un vieux pilote sur Tatooine en train de vendre ton art Bonne question. On va pas se leurrer, je serais un droïde. Un pauvre droïde qui essaie de bricoler des trucs dans un coin. Moi j'aime bien les droïdes, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien, finalement. Mais moi aussi j'aime bien le côté anonyme. Quel est ton droïde préféré, si t'en as, ou plusieurs? On a fait récemment ce top sur les réseaux sociaux qui nous a valu beaucoup d'arguments et de débats. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien le Chopper de Rebels, il me fait bien marrer. Effectivement, c'était la bonne réponse. Merci. C'était même mon personnage préféré pendant longtemps, parce que j'ai trouvé assez difficile à aimer la série au début. La première saison, j'avais commencé. Beaucoup de gens ont dit ça, ouais. Ouais, je m'attendais à Clone Wars, quoi. Et du coup, le format super familial et tout, ça m'a vite refroidi. En plus, tu vois, le personnage principal qui est une petite frappe un peu con, arrogant, salado, ça m'a vite saoulé. La bonne maman qui a toujours raison, le grand frère crado, un peu bougon, tout ça, enfin c'était violent, quoi, quand tu passes de Clone Wars à ça. Et des potes m'ont dit non, si, faut insister, faut quand même continuer, notamment Bengal qui était un fervent défenseur de cette série. Et qu'on salue. Et qu'on salue. Et que s'il nous écoute, il doit venir faire un autre rider parce que ça serait vraiment très chouette. Bah, c'est un gros fan d'Ahsoka. Bien sûr, il faut à tout prix qu'il vienne. Ouais. Et du coup, il m'a convaincu. Puis justement, Ahsoka, il m'a dit si t'aimes Ahsoka, il faut que tu vois Rebels. Donc du coup, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de la saison 2, ça on sent que c'est repris un peu, que ça par Filoni, tu sens qu'il est moins dans l'égarement. Je pense qu'il a été un petit peu submergé par la demande de Disney dans un premier temps, et qu'après il a pris ses marques, et voilà, quoi. Ouais, ça s'est fait très vite, faut dire, mais effectivement, encore une fois, il a prouvé que sur la durée, il savait nous satisfaire. Ça fait un peu plus d'1h30 qu'on parle, donc je vais peut-être te libérer. Je sais que tu es bien occupé, tel un petit droïde astromécano que tu serais dans l'univers Star Wars. Donc je vais te remercier. C'est vraiment ça. C'est la meilleure comparaison que j'ai pu faire. C'est ma vision du métier, de tout. Alors du coup, tu étais l'un de ces petits droïdes qui s'occupent des pod racers, et si on t'appuie sur le nez, tu te replies dans un coin. C'est un peu ça, même pas de nom, rien. Mais non, tout le monde connaît le nom de Paul Renault, très grand artiste de comics, très grand cover artiste. T'es gentil, mais bien de chez nous. Ça me déplaît pas le côté anonyme, vraiment. Je disais ça en rigolant, mais c'est un des trucs que j'aime le plus dans mon métier, c'est vraiment d'être derrière, en fait, derrière les personnages et tout. Tout le monde s'intéresse à ça, et toi t'es dans l'ombre, tu fais ton boulot, c'est vraiment cool, quoi. Eh ben, on se quitte sur ces paroles humbles, dignes d'un autre génie discret qu'est George Lucas. Merci encore d'avoir accepté de nous rejoindre à bord, Paul. Et on se dit à très vite, soit en salon quand on pourra faire des salons, et puis sinon dans les pages de tarot chez Marvel. Eh ben oui, écoute, ouais. Je te remercie beaucoup. C'était vraiment très sympa de pouvoir discuter de tout ça. Mais avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de la saga Raconte-moi Star Wars. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écouter notre première émission où je discute avec Raphaël, un ami d'enfance, de notre passion commune pour Star Wars. Par ailleurs, merci de soutenir Outrider avec des étoiles sur Apple Podcasts, des likes et des RT sur les réseaux sociaux, mais surtout en le faisant découvrir à vos proches. Prenez soin de vous, restez à l'ombre, comme Plo Koon, portez un masque, lavez-vous bien les mains et comme d'habitude, que la force soit avec vous. Des bisous. Bonus. Trax.